et à tous. Dans quelques instants, le départ du Grand Prix d'Italie ici sur l'autodrome de Monza avec, vous le savez, la pole position de Jean Alesi, la première pole position de notre Jeannot national. Pas de doute par conséquent, c'est un grand moment dans l'histoire du sport automobile français et dans l'histoire de la plus célèbre des écuries de course, avec cette voiture là en première ligne et l'autre un peu plus à droite là-bas en première ligne un peu plus loin. C'est un grand moment dans l'histoire de la Scuderia Ferrari. Bien sûr, qui dit pole position ne dit pas forcément victoire. On sait que Jean Alesi n'a pas toujours eu la réussite qui lui revenait de droit, eu égard à son talent, sa bravoure, je dirais aussi son habileté. D'ailleurs, le résultat des 80 Grands Prix dont sa carrière est pour l'instant constituée sont là pour le prouver. Mais aujourd'hui pourtant, Alesi a toute chance de bien faire. Monza, c'est le temple de la course automobile, c'est aussi le temple de Ferrari. Les moteurs qui ont cassé à Budapest et à Francorchamps ont tenu le coup aux essais. Et puis, Johnny Reeve, Jean Alesi respecte son programme, le programme qui s'était fixé. Racontez-nous cette petite anecdote, ce petit dialogue au cours de notre dîner jeudi soir. Eh bien exactement, il était extrêmement déterminé, Jean Alesi, dès jeudi, déterminé mais en même temps décontracté, c'est-à-dire qu'il nous a présenté les choses avec son humour, l'humour qu'on lui connaît. Il nous a dit vendredi et samedi je vais tout faire pour le spectacle, c'est-à-dire je vais me déchaîner sur la piste, mais tout faire pour le spectacle ça ne voulait pas dire seulement empiéter sur les bordures ou risquer de faire des têtes à queue, etc. Il entendait bien que les deux Ferrari allaient se qualifier en première ligne, ce qui est fait, et il entendait bien aussi qu'il serait lui-même en pole position. Et alors on lui demande, mais alors et dimanche, qu'est-ce qui va se passer? Et là son ton d'un seul coup devient très sérieux, il dit, alors dimanche c'est pas pareil, là je vais faire la course. Voilà. Sous-entendu, je conduirai très proprement, mais très vite quand même pour essayer de gagner. Bien sûr. Alors maintenant, il nous faut maintenant donner des nouvelles de Damon Hill et de Martin Brundle, Pierre. Oui, absolument, Jean-Louis. Les deux pilotes anglais qui sont motorisés français, vous le savez, ont des petits problèmes. Brundle, c'est un souci plutôt de châssis, de tenue de route. Il n'est pas du tout content de sa voiture de course. Il avait essayé la voiture de réserve ce matin aux essais libres et après son tour de formation, de mise en grille, il a préféré revenir prendre la voiture de réserve pour disputer ce Grand Prix d'Italie. Martin Brundle qui part très loin sur la grille de départ, vous le savez, en 15e position avec sa McLaren Peugeot. Et puis en ce qui concerne Damon Hill, c'est évidemment beaucoup plus important pour le championnat. Damon Hill qui n'a pas le droit à l'erreur ici à Monza en l'absence de Michael Schumacher. Damon Hill a un problème de fuite d'huile au moteur de sa Williams Renault et donc il est revenu juste à temps pour prendre le mulet et retrouver sa place en deuxième ligne sur la grille de départ. Il y a, Pierre, me semble-t-il, une McLaren Peugeot qui avait l'air d'émettre aussi beaucoup de fumée au moment de démarrer, mais c'est peut-être un problème de graissage au démarrage. Peut-être le phénomène dont avait été victime Brundle au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, aussi, où à l'arrêt la voiture s'engorge un petit peu d'huile, au moment où elle démarre elle souffle son huile par les échappements. À Silverstone ça avait provoqué un incendie, ici apparemment Hakkinen a un petit peu soufflé de fumée, mais tout va bien, elle ne fume plus, la voiture on l'aperçoit ici derrière Panis et Saligier bleu. Voici Hakkinen. Alors que l'on suit les voitures dans ce tour de mise en place définitif de la grille, Johnny, ici, ce qui a beaucoup agité les observateurs et les commentateurs spécialisés de la Formule 1, c'est la position de Leto sur la grille de départ, c'est-à-dire l'absence de Schumacher en réalité. Leto qui, à la place de Schumacher, ne s'est qualifié qu'en 20e position sur la grille, mais il a des circonstances atténuantes, JJ Leto. Il a expliqué que depuis Montréal, depuis le Grand Prix du Canada, il a effectué 3 jours d'essai seulement en 2 séances, un jour une fois, 2 jours l'autre fois, les 2 séances étant séparées par des intervalles de 5 semaines. C'est-à-dire qu'il a dit j'ai passé un été bien tranquille, trop tranquille, et il arrive ici avec la charge, la responsabilité de remplacer Schumacher et dans des conditions bien difficiles pour lui, d'autant plus que ça s'est commencé sous la pluie vendredi, encore plus difficile pour lui. Alors, tandis que les voitures vont entrer dans la parabolique, le véritable enjeu quand même de ce Grand Prix, c'est de savoir si Damon Hill et si Williams Renault vont pouvoir rejoindre Benetton Ford et Michael Schumacher, donc en l'absence du grand Michael. Alain Prost, Damon Hill qui est là, Michael Schumacher qui n'est pas là, ça change considérablement la face des choses, n'est-ce pas? Oui, ça change la face des choses pour le championnat pilote et aussi pour le championnat constructeur, puisque quand même Williams Renault, c'était l'objectif du début de saison après l'accident malheureux d'Ayrton Senna. Donc on va voir, je pense sincèrement que sur le plan fiabilité, les deux Williams Renault sont bien placés pour prendre un maximum de points aujourd'hui. Maintenant, par rapport à Ferrari, qui eux aussi peuvent compter sur le championnat constructeur, on va voir. La fiabilité va certainement être peut-être le point clé de cette course.
Les chiffres de ce Grand Prix d'Italie, 53 tours de 5 km et 800 mètres, ça fait un Grand Prix de 307 km et 400 mètres, mais attention, tout ça va très vite, c'est le Grand Prix le plus rapide de l'année, ne l'oublions pas. C'est aussi la 560e épreuve du championnat du monde depuis sa création en 1950, et puis c'est la 12e épreuve de la saison 1994. Depuis 76, date où le circuit avait été changé, et bien ceux qui se sont imposés souvent à Monza, c'est Prost 3 fois, et Piquet également, et puis Senna, Lauda, Peterson, Andretti, Scheckter 2 fois. La grille est maintenant rangée, regardez, ici, quand on parle de temple, c'est ça, c'est cette vue aérienne avec cette esplanade formidable qui exprime la terreur, la puissance des moteurs. Attention, à droite sur votre écran, Jean Alesi, à gauche Gerhard Berger, le rouge est mis, c'est le vert, et Jean Alesi qui accélère, d'entrée, contrôle, Berger derrière. Et puis Demoni qui essaie de passer, Herbert aussi, attention au phénomène de l'entonnoir, à l'embouteillage, ça commence déjà à freiner chaud. C'est à queue de Johnny Herbert, oui, qui a été touché par Irvine. Et il en passe, je crois que Demoni l'a arrêté aussi. Et puis Eric Bernard est passé dans le sable. Avec une suspension abîmée, il y a beaucoup de voitures. Ça fait du monde. Alors les deux Benetton, je crois que c'est une Benetton et une Larousse Ford, ont pu redémarrer. Et c'est Panis qui est arrêté là derrière Irvine. Est-ce qu'il va y avoir un drapeau? Est-ce qu'on va pouvoir dégager? Ce serait difficile pour la Ferrari, mais comme les deux Ferrari ont l'air de bien marcher en tête, peut-être qu'on va croiser les doigts pour les deux hommes de la Scuderia. Vous voyez le trou derrière? Là, il y a un trou serré. Mais drapeau bien sûr, bah oui, drapeau rouge. Voilà, ben voilà la réponse. Eh bien, c'est clair et net, il faudra refaire un départ. Alors Alain, je sais que ça vous n'aimez pas, et je crois que la mécanique n'aime pas ça non plus, un deuxième départ. Non, on n'aime pas, mais enfin, en ce qui concerne le premier, c'est évident que, de toute façon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un circuit très spécial au niveau du départ. Il faudra certainement que ce départ, cette première chicane soit modifiée, parce que l'étranglement, c'est très souvent qu'il y a un incident, mais on a vu Irvine apparemment qui est arrivé très très vite derrière Herbert, et qui l'a carrément poussé en tête à queue. Et quand un incident se produit dans les premières lignes, c'est-à-dire apparemment là c'était la troisième ligne, on va le voir sur la droite, il va... Oui, voilà, au final, Irvine qui tape Herbert. On peut récupérer le relais de ce côté-ci? S'il vous plaît, messieurs, Pierre, un petit peu de silence, voilà des ailerons qui traînent. Johnny, on voit très bien l'action. C'est Irvine qui a, comme le dit Alain, qui a embroché, voici une vue de l'action, Irvine qui a embroché Johnny Herbert. Johnny Herbert, dont toutes les illusions disparaissent sur ce coup-là, puisque s'il prend le mulet Lotus, c'est un mulet qui ne sera vraisemblablement pas propulsé par le nouveau moteur Honda qui lui avait permis de se qualifier en 4e position. Et on voit que les deux Ferrari échappent au cataclysme et que derrière, seul Damon Hill réussit à se glisser et Hakkinen, alors qu'après c'est la panique générale. Là c'est Eric Bernard qui vient de franchir le sable et derrière Irvine, on le voit mal, c'est Panis qui est bloqué. Alors comme le feu vert a été donné et que moins de 2 tours complets ont été accomplis, eh bien un nouveau départ peut être donné et en ce cas-là, eh bien le starter de la course peut déclarer ce premier départ comme nul et non avenu et la longueur de la nouvelle course sera la distance intégrale prévue. Revoici l'accident, Jean-Louis, vu depuis l'hélicoptère et les voitures sont très très groupées lorsqu'elles arrivent au freinage de la première chicane. Elles ne roulent pas aussi vite que pendant la course où elles arrivent lancées à 330 à l'heure, mais enfin elles arrivent certainement à quelque chose comme 220, 240. Et là, c'est Irvine qui s'est complètement oublié, qui a essayé de... Je ne sais pas s'il a essayé de passer à l'intérieur. Et comme Herbert, devant lui, a fermé la porte, qui était déjà un peu sur la gauche de la piste, eh bien, il est rentré dans sa boîte de vitesse. Et on voit que Panis heurte la voiture de Irvine au moment où toutes les deux sont sur le sable. Et donc, il y a des dégâts sur la Jordan de Irvine et sur celle de Panis. Revoici encore depuis le sol. Un blocage de roue, c'est celui de... Je ne sais pas s'il n'a pas eu un problème de frein Irvine, parce que c'est lui, je crois, qui bloque ses roues d'abord, il relâche le frein, il revient trop fort sur Herbert, il rebloque ses roues et il touche Herbert. Il a un passé chargé Irvine, oui, vous le savez, avec la suspension en début de saison suite à la collision au Grand Prix du Brésil. Alors peut-être encore des ennuis pour le pilote irlandais. En tout cas, Olivier Panis, ici derrière nous, on prépare le mulet de l'équipe Ligier pour qu'Olivier puisse prendre part à ce Grand Prix d'Italie, puisque vous savez, effectivement, vous l'avez souligné Jean-Louis, moins de 2 tours parcourus. On repart donc à 0 avec une nouvelle procédure de départ.
Grand Prix d'Italie absolument complet. Et alors, pour Coulthard, un problème, c'est qu'il n'y a plus de mulet chez Williams. Oui, bien sûr, absolument. Damon Hill l'a pris. Absolument. Pierre, une précision quand même, un nouveau départ peut être donné, ce n'est pas obligatoire. Par conséquent, il faut quand même aller vous renseigner du côté de la direction de course. En principe, départ nul et non avenu, je le répète, longueur de la nouvelle course intégrale, mais peut-être va-t-on diminuer d'un tour, ça c'est fonction de l'appréciation du directeur de course. Oui. Alors que là nous voyons Irvine en train de rentrer avec ce qui reste de son baquet, mais ça c'est normal, ce sont ces calages dans le cockpit. J'ai pas l'impression, enfin, il faudra voir, j'espère que la FIA, je le pense, j'en suis pas sûr, va faire son enquête, et j'ai l'impression, je sais pas, il faudra peut-être qu'on va revoir les images, mais j'ai l'impression que Irvine a eu des ennuis avec son système de freinage, où soit les freins étaient trop froids, soit il y a eu des freins que sur l'avant ou que sur l'arrière, c'est-à-dire que sur 2 roues au lieu de 4. J'ai l'impression qu'il a bloqué ses roues, qu'il a relâché les freins, que c'est ça qui l'a amené aussi vite sur Johnny Herbert et qui l'a amené à percuter la Lotus. Malgré un deuxième blocage des roues, de deux roues seulement. Donc je me demande s'il n'a pas eu un problème de frein, s'il n'est pas innocent dans cette histoire, s'il n'a pas été victime d'un problème mécanique. Alors en tout cas, vous voyez qu'on revérifie de près toutes les voitures. Bien sûr, Alain Prost, qu'est-ce qui peut se passer pour ce problème de mulet entre Coulthard et Hill? Il y a naturellement une attribution. Déjà, Hill a pris le mulet. Est-ce que l'équipe Williams a eu le temps de vérifier? D'ailleurs, Pierre Van Vliet, profitez-en au passage pour aller courir vers chez Williams. Quelle est la tactique, Alain? Bien, soit la fuite d'huile était très importante et dans ce cas-là, il sera pratiquement impossible de la réparer, donc Coulthard ne pourra pas prendre le mulet. Soit c'était vraiment par précaution et la fuite était peut-être très très faible et on peut prendre le risque justement de faire partir sur cette voiture. Mais j'ai l'impression quand même que Coulthard est parti en tête à queue, peut-être un peu aidé d'ailleurs par une voiture derrière, mais j'ai pas l'impression que sa voiture personnelle a été très endommagée, donc on peut imaginer qu'elle puisse être rapatriée, peut-être changer par exemple les roues et une bonne vérification. On peut l'espérer, on doit l'espérer parce que 7 ou 8 voitures peut-être qui manqueraient au deuxième départ, ce serait quand même très mauvais pour le spectacle. Un témoignage. Oui, Pierre Van Vliet avec Eric Bernard. Un témoignage, celui d'Eric Bernard. Eric, vous étiez au milieu du paquet, évidemment. Est-ce que vous avez vu quelque chose au freinage de la première chicane? Non, j'étais trop concentré sur ma propre paroisse et simplement j'ai vu, je suis arrivé au premier freinage, il y avait un bouchon, les voitures étaient complètement arrêtées et j'ai pas eu d'autre choix que de passer par la terre, par le bac à sable pour pouvoir m'en sortir. Et c'est passé, j'ai eu beaucoup de chance, mais je crois qu'Olivier est resté planté. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Il y avait trop de voitures, il y avait un nuage de fumée et on n'a rien pu voir. Vous savez, chacun essaie de se concentrer sur sa propre voiture, de ne pas se faire toucher et ne regarde pas trop le voisin. Hein. Merci Eric. En tout cas, Olivier Panis va aller chercher la voiture de réserve de l'équipe Ligier. Nous, on remonte la grille pour aller voir ce qui se passe du côté de chez Williams. Notamment, je peux vous dire que Rubens Barrichello n'est pas sur la grille actuellement. Il manque pas mal de monde aussi vers... voilà... En 5e ligne, il n'y a plus personne. Écoutez, je vous propose de faire le point. On arrive avec Mika Hakkinen. Il y a une Jordan qui revient. C'est la voiture de réserve, semble-t-il, peut-être pour Barrichello. On va faire le point avec ceux qui restent. Pierre, tandis que nous, on regarde une nouvelle fois le départ avec les caméras de l'hélicoptère. On voit sous les arbres, voilà. Il est là complètement à l'extérieur. Il passe à gauche, sur Williams sur la droite. Il allume ses roues. Et là, on le perd de vue, malheureusement. Mais je crois qu'il relâche les freins et qu'il reprend les freins. Et là, il va bloquer ses roues avant de tamponner. Absolument. Bah, dites donc, Berger, il est passé juste au ras parce que c'était proche de l'aileron avant de la Lotus. Alors écoutez, pendant que tout le monde se remet en place, on va à Paris et on se retrouve après. Retour à Monza où ce que vous voyez, eh bien, ce sont les pilotes en train de repartir pour un autre tour de formation. Ici, c'est David Coulthard, ici, c'est Gerhard Berger qui sourit tranquillement. Pierre Van Vliet, vous dans les stands, vous avez des nouvelles de qui repart et qui ne repart pas. Oui, alors pas d'inquiétude pour les deux Ferrari en première ligne, elles sont là, vous les avez vues, elles avaient tourné sans encombre à la chicane. Damon Hill avait été peut-être, il n'a pas vraiment été victime, c'est Coulthard qu'on a vu tout à l'heure en tête à queue. Oui. Damon Hill, pas de problème, il est sur la voiture de réserve, je vous le rappelle, puisqu'il s'était arrêté pendant les tours de formation. Et c'est donc son équipier, David Coulthard, qui est reparti avec la voiture qui était prévue pour la course, celle que Damon Hill avait abandonnée en raison d'une fuite d'huile du côté du V10 Renault. Alors peut-être n'était-ce pas très grave, pas très important. Donc Coulthard va tenter sa chance au volant de cette voiture. Son emplacement actuellement sur la grille est désert. Coulthard est en train de tourner. Olivier Panis est de retour. Juste derrière lui, Olivier Panis qui a pris la voiture de réserve chez Ligier. Si je ne me
trompe, alors qu'un peu plus loin, eh bien, Mika Hakkinen est également passé au travers de tous les problèmes rencontrés dans cette première chicane. Alors Olivier Panis, les mécaniciens s'activent. Frank Derny, voilà. Alors je suis avec Frank Derny et voilà, Coulthard arrive. Coulthard sur la voiture de Damon Hill, celle qui avait une petite fuite d'huile tout à l'heure. Cesare, c'est la voiture de réserve d'Olivier ou c'est sa voiture originale? Non, malheureusement c'est sa voiture de réserve parce qu'il a été pris dans le paquet des voitures qui sont sorties. Et c'est vraiment dommage parce que cette fois, Olivier partait dans une très très bonne position et si on passait indemne là, on aurait pu faire une très bonne course, espérons maintenant, mais évidemment, c'est plus la même chose. C'est pas au Hockenheim tous les dimanches, hein, Cesare. Mais dites-moi, il a essayé cette voiture ce matin? Oui, on avait fait un tour et maintenant il a fait un tour pour la mise en grille. Évidemment, c'est pas la même chose. Merci. Pierre, on peut faire confiance aux mécaniciens de l'équipe Ligier. Rappelez-vous que hier, ils ont réparé la voiture de course de Panis en une dizaine de minutes et Dieu sait qu'il avait tapé assez fort, Panis, et donc ça s'est vraiment bien passé, donc il peut faire confiance aux mécaniciens qui se sont occupés du mulet. Alors derrière la Ligier de Panis, eh bien il y a la McLaren de Mika Hakkinen qui est donc passée sans encombre, et puis la Sauber d'Andrea De Cesaris, extrêmement bien qualifiée de Cesaris, mais regardez-le, il est en équilibre instable pour l'instant, c'est la voiture de réserve de l'équipe Sauber, parce que De Cesaris a eu un problème aussi dans cette première chicane. C'était du côté effectivement de Eddie Irvine et de Johnny Herbert qui pour l'instant manque toujours à l'appel. On essaie de réparer sa voiture, le pauvre Johnny Herbert. Pierre. Et puis oui, l'homme parti de Scandalaris, c'est Eddie Irvine ici, il est casqué, vous voyez, la visière est fermée. Bien sûr. Pierre, vous avez un petit peu de temps parce que on prévoit le nouveau départ aux environs de 15h24, 15h25, alors que là nous avons Jean Todt et puis Gerhard Berger et Jean Alesi. Bien, ils sourient. Bon, on peut dire qu'il y a de la tension, mais pas tant que ça, Denis. Tout ce beau monde sourit et Gerhard Berger a vraiment réussi à prendre un recul formidable sur ce qui lui arrive parce que il devient le spécialiste des accidents à très très grosse vitesse. Ce matin, il en a eu un nouveau. Ses roues arrière se sont bloquées alors qu'il roulait à quelques 300 km/h en approchant de la chicane La Roggia. Il a tapé le matelas de vieux pneus en marche arrière à quelque chose comme 220 ou 240 km/h. Bon, son coup certainement a encaissé un gros choc par ce coup du lapin. Et l'année dernière, Berger avait déjà connu des cartons terribles au Brésil, ici même en Monza aux essais, oui, et puis au Portugal. Et puis tout à l'heure, juste avant de quitter le motorhome Ferrari, lorsqu'il regagnait le stand Ferrari, en disant ça y est, je vais pouvoir conduire, tout va bien, tout ça, il rigolait. Il rigolait tout simplement. Alors un petit mot avec Eddie Jordan. Eddie, what happens to Eddie Irvine at the start? Any brake problem? Or? I haven't really spoken to him. Obviously, je n'ai pas encore vraiment parlé. Là, pour l'instant, on sait qu'il y a eu un problème effectivement du côté des freins. Je ne sais pas vraiment. Les caméras ont été un peu confuses au-dessus, oui, bien sûr. On verra exactement ce qui s'est passé. C'est la voiture de course de Rubens Barrichello et Rubens lui est sur le mulet. Assez compliqué. C'est un peu confus, mais dans toutes les équipes, hein, c'est comme ça parce qu'on a un petit peu joué chaise musicale. Déjà avant ce départ, évidemment, oui, ça n'a rien arrangé. C'est ça qui, effectivement, pénalise l'ordre des voitures attribuées. Alain Prost, dans les grandes équipes, on prépare les mulets et les voitures de course de façon absolument identique. Peut-être que l'équipe des mécaniciens change. Oui, sur le plan performance, normalement, maintenant, dans les meilleures équipes, entre mulets et voitures de course, il y a très peu d'écart. La différence, bien sûr, se fait au niveau de la mise au point. Le pilote, avec sa voiture de course, tourne 90% du temps avec. Et bien entendu, il peaufine un peu les réglages, alors que sur la voiture de course, on transmet les réglages du premier pilote. Mais d'une voiture à l'autre, c'est jamais tout à fait pareil. Vous savez, les pilotes règlent leur voiture au millimètre près, de temps en temps au demi-millimètre près en ce qui concerne les hauteurs de caisse. Et donc d'une voiture à l'autre, vous pouvez avoir des écarts d'1 ou 2 millimètres et bien entendu, la performance s'en fait sentir. Par contre, sur la grille, en tout cas devant, le seul apparemment qui soit sur sa voiture, c'est Jean. Et donc, ça doit lui donner encore un peu plus confiance. Alain Prost, quand vous parlez des pilotes qui règlent les voitures au demi-millimètre, ça ne concerne que vous, franchement. Johnny. À la différence de ce que vient de dire Alain, il faut se souvenir que depuis cette année, c'est-à-dire qu'Alain n'a pas connu
ce règlement-là, je crois que c'est cette année et pas l'année dernière, le mulet ne peut, si déjà l'année dernière pourtant, oui, absolument. Le mulet ne peut plus être utilisé aux essais, sauf si un pilote le choisit le matin. C'est-à-dire que la plupart du temps, le mulet ne roule pas le vendredi et le samedi, et les pilotes se contentent de lui faire effectuer 2 ou 3 tours de contrôle au rodage du dimanche matin, ce qui fait que les mulets sont quand même moins bien préparés qu'avant, à l'époque où on avait le droit de sauter d'une voiture dans l'autre le même jour sans avoir à prévenir du changement de voiture. Vous vous souvenez, Alain, que c'était votre jeu favori de travailler à la fois sur le mulet et sur la voiture de course, d'essayer d'un côté, d'essayer de l'autre. Ça maintenant on ne peut plus le faire non plus. Oui, c'est vrai, c'était à l'époque surtout, on avait beaucoup plus de tours, la possibilité de faire beaucoup plus de tours pendant les essais, et souvent on travaillait à peu près à 60% voiture de course, 40% mulet. Ça permettait de sauter d'une voiture à l'autre et de gagner du temps pour les réglages. C'est vrai qu'on ne peut pas le faire, mais ce que je voulais dire, c'est surtout au niveau préparation des mécaniciens, les voitures sont vraiment préparées. Dès qu'il y a une petite modification sur la voiture de course, c'est transposé sur le mulet instantanément par les mécaniciens qui, eux, n'ont pas beaucoup de travail pendant les week-ends de Grand Prix depuis l'année dernière, depuis la nouvelle réglementation, et donc ils s'attachent à avoir une voiture parfaite. Donc on peut leur faire confiance. Pierre Van Vliet, oui, avec Jean-Marc Gounon. Avec Jean-Marc Gounon, c'est-à-dire que j'ai fait toute la grille, donc tout le monde est là, sauf Johnny Herbert actuellement, qui n'est pas en place. Jean-Marc Gounon, quand on part en dernière ligne d'un Grand Prix, est-ce qu'on voit quelque chose dans un tel carambolage? J'ai pas compris la question, excusez-moi, il y a beaucoup de bruit. Est-ce que vous avez vu quelque chose de ce carambolage en partant si loin? Disons que pour ma part, je pense que c'est bien pour l'intérêt de la course d'avoir sauté. Pour moi, c'est un petit peu dommage parce que j'avais pris un excellent départ et j'avais déjà doublé 7 voitures. Cependant, apparemment, il y a eu un accrochage vers les 7, 8e et 9e positions. Et après, tout le monde s'est empilé. Il y a eu un moment où tout le monde s'est arrêté et il y en a qui sont passés sur les vibreurs, notamment Martini. Il y en a qui sont passés par le bac à sable, notamment une Delarousse. C'est vrai que c'est toujours le problème à Monza. Dans ces cas-là, on essaie surtout de sauver sa peau, non? Oui, exactement. J'ai mis la première, je me suis arrêté, j'ai trouvé une ouverture et je suis passé, mais bon. Voilà, c'était l'occasion de parler avec Jean-Marc Gounon, le pilote ardéchois de la Simtech en 25e position sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Italie. Pierre Van Vliet, départ dans 3 minutes maintenant. Le klaxon, vous avez dû l'entendre. Et puis le panneau, on le voit même là-bas du fond de la ligne. Départ donc de ce Grand Prix d'Italie dans 2 minutes et demie maintenant exactement. Alors que la foule des tifosi est toujours là, prête à accueillir Jean Alesi. Et que là, c'est Hans Harald Frentzen avec sa Sauber Mercedes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est un circuit de moteurs, on l'a dit, et que beaucoup de moteurs débutent, notamment le moteur Mercedes à distribution pneumatique. Vous savez qu'on rappelle les soupapes non pas avec des ressorts mais avec de l'air comprimé et des poussoirs. Et bien ce nouveau moteur débute ici même, alors que là on a une vue élargie de la grille de départ de Monza avec l'immense tribune et la zone de la tribune de presse là-bas à gauche, et on revient ici sur Eric Bernard alors que les pneus, bien vous voyez, sont toujours maintenus au chaud. Johnny Reed. Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est le point sur la nouvelle grille de départ. Si Jean Alesi en pole position conserve et sa position et sa voiture, tel n'est pas le cas de ses voitures. Alors Johnny Herbert, il atteint à la sortie des stands, il est dans la voie des stands, donc il va prendre le départ en queue de peloton depuis les stands, avec beaucoup plus de retard encore que s'il était à la queue même de la grille. Il part de la ligne des stands, donc après tout le monde, vraiment. Quel dommage, quel dommage pour Johnny Herbert avec cette Lotus Honda qui est malheureusement irréparable après l'accrochage avec Eddie Irvine au départ. Herbert est donc parti maintenant sur la voiture de réserve. Il va partir bon dernier. Voilà, on nous ferme la porte du garage chez Lotus. Herbert en 2e ligne avec le 4e temps et un nouveau moteur V10 Honda était plein d'espoir. Là, il va partir bon dernier avec l'ancien moteur. Dommage. 1 minute maintenant, Johnny Reed, on continue à faire le point. Donc Alesi qui conserve, on le voit ici, sa pole position et sa voiture, et qui possède un avantage plus que psychologique, un avantage matériel sur ses adversaires immédiats, puisque Berger derrière lui, qui a eu son accident ce matin, part avec le mulet Ferrari. Damon Hill, qui est derrière Berger et derrière Alesi, part avec le mulet Williams, qui a très très peu roulé aux essais. Herbert n'est pas là. Coulthard part non pas avec sa voiture, avec celle de Damon Hill. C'est pas tout à fait les mêmes réglages, il sera peut-être pas aussi à l'aise qu'avec sa propre voiture. Panis derrière Coulthard part avec le mulet, et il faut arriver à Hakkinen, qui avait donc le 7e temps des essais, pour trouver un homme avec sa propre voiture. Eh bien, ce que je vous disais tout à l'heure, l'article
145 du règlement sportif de la Formule 1. On repart donc avec l'essence comme il convient et 53 tours de course, donc la distance intégrale 307 km et 400 mètres, alors que là, eh bien ça c'est la voie royale. On est dans la Ferrari de la pole position, la Ferrari de Jean Alesi. Alors Berger est parti tellement vite qu'il a surpris Alesi, il a roulé pendant quelques décamètres devant son équipier. J'espère qu'il c'est interdit ça. Pas sanctionné. Ça peut coûter 5 secondes de pénalisation et une pénalité arrêtée, c'est ce qu'on a vu. Non mais à condition, précise la fédération, oui, que le pilote qui a été dépassé ait été ennuyé pour quelque raison que ce soit. Et là, Alesi, dès qu'il a pu, il est repassé devant Berger. Donc je pense qu'il n'y a pas de faute. On négocie maintenant la courbe, la chicane de la Roggia. On va rentrer dans l'ESMO. Un virage qui était effrayant, qui maintenant, vous voyez, voilà, et qui maintenant est beaucoup resserré. Allez-y, est clair là-dessus. On passait à 265, maintenant on passe à 165 environ. C'est un virage qui se négocie en 3e au lieu de 5e. Là, c'est 5e, 6e, bien entendu. On arrive à la chicane Ascari. Très vite, elle est toute en 4e. Donc très très rapide par rapport aux autres chicanes qui se négocient souvent en 2e. 4e vitesse, bas en régime à l'entrée, moyen régime à l'accélération progressive et à fond à la sortie où on passe tout de suite à la 5e vitesse. Ligne droite, Jean Alesi fait chauffer ses pneus. Cette ligne droite à fond de 6e naturellement, qui amène à la célèbre parabolique, où je le disais ce matin dans Automoto, on rentre sur un fil en 4e, il n'y a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre. Là voilà l'entrée de la parabolique très tangente, et à partir de là on remet l'accélérateur à fond, et là il faut tenir la voiture, grand effort physique, nous précisait Jean Alesi, et on sort de la parabolique là à la limite, et on arrive devant les stands. Voilà, Jean Alesi se rend sur sa place, la pole position de ce Grand Prix d'Italie. Jean Alesi qui a attendu 80 Grands Prix, le grand Jean Alesi comme disent ici les Italiens, avant de voir sa carrière s'orner d'un joli fleuron. La pole position, eh bien une pole position, ce n'est pas si mal. Vous savez que là-dedans, dans ce domaine, le roi c'était Ayrton Senna. Jean Alesi s'est rangé à droite sur votre écran, Berger à gauche, ou plutôt au centre. Derrière, vous voyez qu'on suit la bonne ligne parce que c'est la bonne trajectoire et qu'il ne faut pas encrasser ses pneus. Et au dernier moment, on rejoint sa position sur la grille. La position de la Lotus, vous l'avez vu sur la grille, était libre. Ici, Johnny Herbert attend avec la voiture de rechange. Vous voyez que derrière Berger, il y a un espace libre. Il y a également un espace libre derrière une McLaren. Ce qui signifie que quelqu'un manquerait à l'appel, Johnny. C'est Irvine, j'ai l'impression. Le préposé au drapeau vert. Irvine, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est tout à fait curieux. Il agite le drapeau vert, tout est prêt. Le rouge. Oh là là. Et ça repart à nouveau et Jean Alesi a laissé un petit peu patiner. Berger a essayé de tenir, mais ce faisant, Berger a été très sympa. Il a regardé du côté d'Alesi. Geste très sportif, mais une Williams s'est passée. Merci pour les caméras. Voilà, on n'a plus rien. Et voilà. Et Berger a réussi à repasser la Williams qui était à sa hauteur à nous, un peu bon. Il a réussi à la repasser après la chicane, mais cette fois tout s'est bien passé dans la chicane Goodyear. Et voici Irvine qui était loin. Il est parti, et c'est Eric Bernard est en panne. Oh là, une sortie. Oh, ça revient dans le peloton, ça grave ça. C'est Morbidelli avec la Rose à moteur Ford. J'ai cru à un moment qu'il allait revenir en vrac dans le peloton, comme on dit dans le jargon de la Formule 1, et ça, il n'y avait pas pire, surtout à l'endroit où ça s'est produit. Alesi devant Berger et les deux Williams. Alors là, Berger, il a fait quelque chose de formidable. Il a vu que Jean Alesi avait un petit problème, un petit quart d'hésitation, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, il l'a regardé, et ce faisant, il a été surpris par la Williams Renault qui a tenté de le déborder. Alesi au freinage à la chicane Ascari, Berger qui doit passer ici avec un petit peu de retenue quand même. Donc les deux Ferrari et les deux Williams. Les deux Williams au commandement de ce Grand Prix d'Italie. Une crevaison. Alors que c'est déjà une crevaison. Là, attention, il faut rentrer tout à fait doucement parce qu'il n'y a même plus. Je n'ai pas vu si c'est un hardy ou si c'est un Berger. Il n'y a même plus de gomme, c'est un hardy et donc ça peut faire glisser. Et voilà, Jean Alesi qui débouche pour la première fois en tête de ce Grand Prix d'Italie dans le fracas des 12 cylindres Ferrari et des 10 cylindres Renault.
Et voilà le Grand Prix d'Italie tel qu'on le connaît, toutes les voitures à l'abordage pour foncer à 325. Gerhard Berger déjà tout droit. Monsieur le réalisateur, vous pouvez nous le montrer, tout droit dans cette chicane. Gerhard qui a freiné un peu tard. Ici c'est Morbidelli qui revient. Alain Prost, c'est un début de course vraiment un peu fracassant tout ça. On imprime un rythme très très élevé. Gerhard veut certainement rester derrière, peut-être le protéger même un petit peu. Là, j'ai l'impression. Il va peut-être perdre un petit peu de temps au Williams. Bon, c'est de bonne guerre. Il est certainement pas en tout cas en mesure d'aller aussi vite que Jean en début de course. Hein. Et il a fait une petite faute au freinage. Bon, maintenant, il faut voir si Damon le passe rapidement. Il n'y aura plus qu'à voir, observer un peu l'écart. Mais Jean paraît très très bien, sa voiture très bien équilibrée. Et il a l'air très motivé, très concentré, comme on peut l'imaginer. Bon alors, dimanche je fais la course, voilà, c'était ça la conclusion. Il y a un éclat, oui, un éclat sur la route, alors que on nous donne le classement à l'issue du premier tour. C'est Alesi devant Berger à 1 seconde 2, il à 1 seconde 9, Coulthard à 1 seconde 6, Hakkinen est 5e à 3 secondes 8. On revoit la petite passe d'armes de Berger qui a freiné un peu tard, et je dois quand même dire que ce matin, s'il est sorti si fort, Berger sait quand même qu'il avait freiné un petit peu tard aussi. Alors que la voiture du docteur, eh bien on rentre se garer, nous la voyons de notre cabine. Le classement n'a pas varié en tête, Hakkinen toujours 5e, Frenzen 6e, alors que c'est Verstappen qui rentre lui aussi victime d'une crevaison. Décidément, ça s'est un petit peu harponné, ou alors ça veut dire que les pneus ne résistent pas, mais non, c'est des petits coups de harpon, c'est des touchettes, et ça forcément ça peut arriver surtout dans les embouteillages comme la première chicane. La voiture est endommagée, là, on voit les... Oui, touchée aussi. Il va falloir d'ailleurs, oui, ça c'est le détecteur qui a... Et une autre victime de ce petit carambolage dans le peloton avec Morbidelli, c'est Eric Bernard, malheureusement, qui a dû s'arrêter. On a vérifié si la voiture n'avait pas trop souffert. Il a changé de pneumatique, il est reparti avec un bon tour de retard. Et puis la Lotus de Zanardi est rentrée aussi sur 3 roues avec une crevaison. Décidément un Grand Prix d'Italie très mouvementé. Alors je reprends le classement. Hakkinen 5e, Frenzen 6e, Katayama 7e, De Cesaris 8e, Barrichello 9e, Brundle 10e, Leto 11e, alors qu'on revoit pourquoi Verstappen il a dû être tapé à l'arrière parce qu'on voit que la roue avant gauche ne touche plus par terre. Exactement, ça veut dire qu'il a été harponné cette fois. À moins qu'il ait pris un vibrant un peu fort, mais je ne le crois pas. Au 10e Brundle, 11e Leto, 12e Blundell, 13e Fittipaldi, 14e Martini, 15e Thomas, 16e Alboreto, 17e Dalmas, 18e Herbert, 19e Brabham, 20e Irvine, 21e Goulon, et puis les deux Ligier qui sont loin. Alors que là, c'est la Ferrari de Jean Alesi sur la voie royale qui déboule maintenant avec pas loin de 5 secondes d'avance sur Berger, lui-même talonné par Hill et par Coulthard. Berger qui résiste à la pression des deux Williams Renault, qui comptait 3 secondes 7 de retard sur Alesi après 2 tours et qui est maintenant à près de 5 secondes d'Alesi, c'est-à-dire que la marge de manœuvre de Jean s'agrandit et Jean va pouvoir maintenant calculer une course en toute finesse comme l'aurait fait Prost à sa place. Alain Prost, regardez Berger qui ne contient plus les Williams Renault, c'est Berger qui s'échappe, ça veut dire que ça y est, il a pris la cadence lui aussi, n'est-ce pas? Les Ferrari sont vraiment en mesure de gagner ce Grand Prix, elles sont très très compétitives. On s'attendait à ce que Damon Hill fasse le forcing pour passer Berger. On sait depuis le début de la saison que les Ferrari, surtout sur ce type de circuit, sont vraiment très très compétitives, notamment aux essais, mais qu'en course, elles sont peut-être un petit peu moins bien parce qu'elles embarquent un peu plus d'essence, notamment au début de course, alors que là, aujourd'hui, ça semble être le contraire. Elles sont, bien entendu, très bien armées et la Williams ne paraît pas en mesure pour l'instant d'aller aussi vite. On l'a dit tout à l'heure par rapport à Alesi, mais aussi par rapport à Berger. Alors, est-ce qu'elles embarquent, elles, un peu plus d'essence et qu'elles vont faire un arrêt de moins? Ça, c'est aussi la question qu'on doit se poser maintenant. On peut penser que la Ferrari ferait peut-être 2 arrêts et la Williams un seul. Alors, petite correction, excusez-moi, c'est pas Eric Bernard qui s'est arrêté, c'est Olivier Panis qui a malheureusement perdu un tour. On faisait des signes désespérés, Pierre, mais vous ne nous avez pas vu, Pierre, juste une minute. Et on a chaud chez Didier. Un tout petit jeu top position maintenant avec pour jouer 36-15, code TF1.
Voilà Pierre, et on revient chez vous. Alors on parlait de chaud, qu'est-ce qu'il y a exactement qui fait chaud dans l'écurie Ligier? C'était un pompier? Bah oui, tout simplement. C'était un pompier, bien sûr, bien sûr. Ah oui, ils sont complètement inifugés maintenant. On revient maintenant sur la deuxième place de la course avec Berger, la troisième, la quatrième, Coulthard. Alors que le temps autour est de 1,27,1 pour Alési, 1,27,9 pour Berger, 1,28,3 pour Hill et pour Coulthard. Et Jean-Louis l'envoie la voiture blanche qui suit les deux Williams. Eh bien, c'est le japonais Katayama et la Tyrrell Yamaha qui ont constitué la surprise des essais de rodage de dimanche matin, puisque Katayama avait signé le deuxième temps. Pierre Van Zie tout à l'heure sur la grille lui a demandé s'il se sentait bien. Oui, j'ai commis des erreurs aux essais, mais maintenant tout va bien, tout va se passer bien en course, et Katayama le prouve. Il s'accroche à ses gros favoris que sont Berger, Ferrari, Damon Hill et Coulthard de Williams Renault, et Katayama suit exactement le rythme, alors qu'un petit peu derrière Katayama, on a remarqué en 6e position Mika Hakkinen et la McLaren Peugeot qui fait mieux que se défendre en ce début de course. Eh bien oui, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est un circuit de moteur, et il est vrai que si le Mercedes débute ici dans une nouvelle version, le Honda Mugen également, eh bien le Yamaha débute aussi dans une version qui n'est pas encore définitive et qui préfigure déjà la version 3 litres de l'an prochain. Nous, pendant ce temps-là, eh bien on va aller à Paris. En attendant l'an prochain, on se retrouve dans quelques instants. À Monza, dans le 8e des 53 tours de ce Grand Prix d'Italie, où Jean Alesi cavale toujours en tête maintenant avec 8 secondes d'avance. Le deuxième, le voici, c'est Gerhard Berger qui regarde dans ses rétroviseurs. Derrière lui, il y a Hill, il y a Coulthard et il y a toujours Katayama. Alors ce qu'on a vu un petit peu pendant cet écran de publicité, c'est que Katayama eh bien, commençait à avoir des difficultés derrière à suivre. Il a failli se déventer. Et puis ce qu'on a vu également, c'est Comas un peu plus loin qui a eu des ennuis à l'entrée de la parabolique, mais tout est rétabli maintenant, sauf Johnny. Non, Comas a eu des ennuis parce que Martini l'a attaqué au freinage. Il a voulu le laisser passer, mais ça l'a amené à virer un petit peu à l'extérieur et il a été obligé de bloquer ses roues pour ne pas sortir de la route, et ça a été miraculeux qu'il maîtrise sa voiture. Bravo Comas. Alors que les deux Williams s'étaient un petit peu séparés de la Ferrari qui allait un peu plus vite en tête, les voici maintenant de retour. Ça veut dire, ça, Alain Prost, que la stratégie des ravitaillements sera probablement différente, et pour les deux équipes, le poids des voitures n'a pas l'air d'être le même exactement. J'ai l'impression, parce qu'en accélération, sortie de chicane, bon, je veux bien que le moteur Ferrari soit vraiment très très bon, mais la Ferrari semble quand même beaucoup plus agile un peu partout. Donc s'il y avait une tendance, on dirait que la Williams embarque un peu plus d'essence en ce début de course, ce qui voudrait dire qu'il ne ferait peut-être qu'un arrêt et que Ferrari en ferait deux. On va le savoir d'ailleurs très très vite. Sinon ce serait quand même une petite déception de voir les Williams un peu largués sur un circuit qui leur est aussi quand même favorable avec un moteur très puissant par rapport au Ferrari. Et oui, pourtant ce sont les Williams qui, en cas de pépin des Ferrari, seraient là quand même aux premières loges. Alain, c'est vrai que ici Renault a développé encore une autre version supplémentaire du fameux RS6 déjà en version B, et les réglages aussi. Johnny, on voit que les Williams ont assez peu d'ailerons d'ailleurs, comme toutes les autres voitures, mais elles vraiment c'est très très fin. Un peu moins que Ferrari. Et pour compléter ce qu'a dit Alain, et qui est très juste évidemment, il faut quand même rappeler que Ferrari a eu le privilège de se préparer à Monza, puisque Ferrari est sur son circuit en Italie, et tout comme les Anglais, Williams, Benetton, McLaren, avaient eu le privilège de se préparer à Silverstone avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Donc l'avantage de Ferrari était très net sur Williams au début des essais, et au cours des essais, Williams a essayé de compenser, de combler un petit peu son retard de préparation sur Ferrari, mais quand même l'avantage reste à la Scuderia. Pierre Van Vliet. Oui, à propos de ravitaillement, Jean-Louis, vous voyez qu'on se prépare dans les stands, mais la tendance générale, c'est plutôt un arrêt pour ravitailler dans cette course, une course très courte, très rapide, vous l'avez dit tout à l'heure, sauf peut-être évidemment chez Ferrari pour Jean Alesi. Vous avez remarqué la différence de cadence entre Alesi et Berger, ce serait un seul arrêt pour Berger, 2 pour Alesi, 2 également chez McLaren Peugeot pour Hakkinen, mais nous allons vérifier ça évidemment dans la réalité. Alors que nous avons vu le ralenti, un dépassement d'une Lotus en tête, toujours Alesi avec 9 secondes d'avance maintenant, et puis Berger en deuxième position, et les deux Williams toujours là, et puis Katayama, dont la Tyrrell Yamaha ne se laisse pas décrocher non plus. Derrière, c'est un peu plus loin, c'est un peu le trou. Il y a Hakkinen en 6e position, mais il est à 7 secondes de Katayama.
le 7e est Frenzen, le 8e Barrichello, le 9e Blundell, le 10e De Cesaris, le 11e Leto, le 12e Brundle. Oui, il remonte, oui c'est bien, bonne cadence. Bonne cadence, il faut qu'il retrouve, je crois, Leto, le manque d'entraînement l'a contraint bien sûr à ne pas retrouver le bon rythme. Maintenant il est dans la course, c'est un petit peu différent, on oublie les problèmes, on oublie les soucis, donc tout va bien pour lui. 12e Brundle, donc 13e Fittipaldi, 14e Martini, 15e Thomas, 16e Herbert, 17e Alboreto, 18e Orvagne, 19e Dalmas, 20e Brabham, 21e Gounon, et puis les deux Ligier Boy qui sont là, les deux pilotes Ligier Renault. On sait, ils n'ont pas eu de chance, c'était dommage parce qu'ils pouvaient très bien faire. Ici, ils pouvaient même faire, comme on l'a dit tout à l'heure dans Formule 1 à 1, au Grand Prix d'Allemagne. Ils avaient terminé 2 et 3 derrière la Ferrari de Berger. Et là, ils sont derniers et avant-derniers parce que, Bernard n'est pas parti en même temps que tout le monde. Les mécaniciens ont poussé sur le bord de la piste avant de démarrer son moteur. Il est parti une quarantaine de secondes après le paquet. Et Panis, lui, s'est arrêté après un tour pour une vérification. Comme nous l'avait dit Pierre Van Vliet. Et là, c'est Blundell qui est arrêté à son stand. Premier ravitaillement pour Mark Blundell avec la Tyrrell Yamaha. Il est long le ravitaillement. Oui, c'est peut-être, on vérifie les pneumatiques, vous le constatez. Un petit problème à la roue arrière droite pour Blundell et la Tyrrell Yamaha qui était pas mal placée, mais moins bien que celle de Katayama quand même. Et voilà. Ils ont remis un peu d'essence et puis bien sûr vous l'avez dit, changement de pneus, un arrêt très long. Alors que Pierre Van Vliet dans les stands, est-ce qu'on se prépare un petit peu au changement, non pas de pneus, mais au ravitaillement d'essence, parce que on est maintenant dans le 10e, 11e même tour de course. On n'est pas loin du premier 5e de la course, donc c'est dans maintenant 3-4 tours qu'on saura si les voitures font ou ne font pas 3 arrêts ravitaillement. En tout cas, Jean Alesi continue à sa grosse cadence. Il est le seul à tourner en 1 minute 27 secondes au tour. Ses poursuivants immédiats tournent un petit peu plus lentement que 1,27, alors que lui est en 1,26,6, 1,27. Et son avance est après 11 tours de 10 secondes 3, c'est-à-dire que pratiquement en moyenne, Jean Alesi distance Berger de 1 seconde au tour. Alors je peux vous dire que la ligne des stands est très calme pour l'instant, Jean-Louis. Pas de préparatifs, quelques pneumatiques dans les couvertures chauffantes, bien sûr. Morbidelli qui rentre. Ah ben voilà. Avec Morbidelli qui est en train de rentrer, oui, Pierre. Mais plutôt 2 arrêts, 1 ou 2 arrêts plutôt que 2 ou 3. En tout cas, ensuite toujours Jean Alesi à bord de sa Ferrari. Et pour compléter les informations que nous donnions tout à l'heure au sujet de la préparation de Ferrari, Jean Alesi a précisé que pendant les journées d'essai préparatoires, lui et Berger avaient signé un pacte. Ils s'étaient promis l'un et l'autre de ne pas faire la guerre au record, tous les deux. Ils rouleraient tout le temps avec 80 litres d'essence à bord pour préparer les voitures pour le Grand Prix. Ils ont laissé à Larini, le 3e pilote de Ferrari, à Larini le privilège de signer des temps records qui ont un petit peu animé les journaux italiens. Larini devant Berger et Alesi, mais eux préparaient le Grand Prix de façon à ce que leur voiture soit impeccablement réglée pour ce Grand Prix, de façon à ce que, non contents de s'installer en pole position en première ligne de départ, les deux Ferrari puissent tenir la dragée haute aux Williams Renault, ce qu'elles font. Alain Prost, nous avons vu, alors qu'il y a Katayama qui ont plongé en ravitaillement. Alain Prost, nous avons vu longtemps Alesi avec sa caméra embarquée. Comment vous trouvez son pilotage? Il a l'air vraiment en toute décontraction, notre Jeannot. Oui, c'est vrai, j'étais en train de me dire qu'il était très serein. On a envie de dire plein de choses sur ce Grand Prix et sur le fait qu'il soit en tête, que ça pourrait être, après sa première pole position, ça pourrait être sa première victoire. Et on a envie de le laisser conduire tranquillement et de juste regarder comment il évolue sur cette piste qu'il adore. Et puis on en parlera un peu plus après pour pas lui porter la poisse. Oui, je vous comprends. Le temps de ravitaillement de Katayama. Quelque chose comme 20 secondes. Alors, tandis que pour Blundell, il y a eu un problème avec la roue arrière droite, et bien pour Katayama, c'est la roue arrière gauche. Vraiment pas de chance chez Tyrrell. Hein. Oui, ça touche en ce moment les roues. Oui, alors Alain, je reviens sur votre peut-être inquiétude à ne pas trop parler de Jean Alesi, je vous comprends, mais néanmoins, quand on voit ce que... Tiens, alors qu'ici on a affaire à un action ralenti, c'est rentré très tôt sur le vibreur à gauche, ça c'est Berger avec... Je comprenais pas pourquoi Berger avait pris un petit peu ses distances vis-à-vis de la Williams. Voilà, c'est parce que Demonil s'est un petit peu loupé au freinage de la chicane numéro 1, il a empiété sur la bordure. Vous voyez, il y a un écart qu'il n'y avait pas tout à l'heure entre les deux voitures.
Alain Prost, je vous ai déjà posé cette question la dernière fois au Grand Prix de Belgique. Est-ce que vous croyez qu'il y a des consignes entre Hill d'un côté et Coulthard de l'autre chez Williams à ce moment de la course? Non, à ce moment de la course, non, certainement pas. Par contre, David Coulthard, bon, lui c'est un peu un dilemme parce qu'il reste pas jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on sait que Mansell va terminer les 3 derniers Grands Prix, donc il doit prouver bien entendu qu'il est compétitif pour attirer d'autres équipes. Le fait qu'il soit déjà dans les roues de Damon Hill et qu'il roule à la même vitesse, c'est déjà presque la consécration pour lui. Peut-être qu'il y aurait des consignes en fin de parcours, bien entendu, si lui était en tête, admettons, et que Damon soit deuxième, dans l'optique du championnat du monde pilote. Et ça, c'est très compréhensible. Difficile à accepter pour lui, mais compréhensible à partir du moment où quand même il y a beaucoup d'intérêt et que le championnat du monde pilote, aussi bien que constructeur, est très important pour une équipe comme Williams Renault. Pierre Van Vliet. Oui, Jean-Louis, vous venez de rater quelque chose dans les stands ici derrière. Ben, c'était une véritable empoignade, un pugilat entre Alessandro Zanardi et Gianni Morbidelli. C'est Morbidelli qui n'était pas du tout content suite à leur collision du premier tour. Quel dommage. On s'est expliqué avec les mains. Avec les mains, oui, d'accord. Con les mani. Bon, ça alors. Bon, désolé Pierre de n'avoir pas réagi tout de suite, mais on ne voyait pas exactement cette guerre dont vous nous parlez maintenant, mais bon, on sait que maintenant il y a un petit problème entre les deux Italiens, pourtant deux Italiens très gentils, aussi gentils l'un que l'autre. Petit problème aussi pour Damon Hill, j'espère qu'il n'a pas endommagé le fond plat de sa voiture, qui participe énormément à l'aérodynamique et à la tenue de route des voitures, parce qu'il a quand même empiété sur ici la bordure que l'on voit à gauche sur laquelle Berger vient de placer 2 roues. Lui, il y a roulé plus franchement dessus, et ce sont des bordures qui sont dessinées en dents de scie, si je puis dire, et qui peuvent endommager la partie aérodynamique inférieure des F1. Et j'espère que Damon Hill n'a pas trop endommagé sa voiture, qu'il pourra repartir à la poursuite de Berger. Alors que nous avons vu Comas qui est en 13e position avec Larousse à moteur Ford. Moi je trouve que Comas il éprouve beaucoup de difficultés à négocier la parabolique. Il en éprouve de plus en plus. Déjà tout à l'heure la voiture a failli lui échapper, et là on voit des coups de raquette assez spectaculaires de cette voiture. Attention donc à Comas, la parabolique est un endroit qui ne pardonne absolument pas. Mais il se défend bien Comas, puisqu'il est dans un groupe à seulement je dirais à peu près 8 secondes de Brundle. Herbert qui abandonne, Pierre Van Vliet qui va y avoir une autre arrivée dans le stand de Lotus Honda. Herbert qui range sa voiture à la hauteur de l'entrée de la chicane Ascari. Alors que Jean Alesi s'arrête à son stand, top pour lui. Ravitaillement de Jean Alesi, tout est prêt chez Ferrari. Je vous parlais de 2 pit stops au moins pour Jean. Et sans doute un seul pour Berger. Voilà le leader qui repart après un petit arrêt, un petit problème, un petit souci. Allez. C'est la boîte de vitesse. Aïe, non, c'est pas possible. Non, faut pas le toucher. Faut pas le toucher. Il a du mal à enclencher son rapport, l'embrayage. Il y a quelque chose, voilà. Jean Alesi qui vient de faire ce geste. Quel dommage. Près de lui, mais quel dommage. La voiture n'a pas réaccéléré. Incroyable. Jean Alesi qui se tient la tête. Est-ce que ça va pouvoir repartir? Il regarde dans ses rétroviseurs. Il tape sur son volant. Eh bien non. Jean Alesi ne gagnera pas son premier Grand Prix aujourd'hui. Alesi ne gagnera pas le Grand Prix d'Italie. Attention, là il faut savoir que s'il est sorti de la zone des stands, on n'a pas le droit de le ramener de cette façon, car au commissaire technique, mais je crois que c'est l'abandon pour Jean Alesi. Pierre. Non, il était toujours sur le pit lane, à la hauteur d'autres stands un peu plus loin. On le ramène en marche arrière. Jean Alesi, vous le voyez, mais il a retiré ses gants, Pierre. Ouais, tout à fait. Eh bien, voilà qui nous laisse Gerhard Berger en tête de ce Grand Prix d'Italie, alors qu'on revient. Remets tes gants, on lui dit. Remets tes gants. Il y a quelque chose qui s'est passé. On va essayer de faire repartir la Ferrari. Si c'est un problème de moteur et bien comprimé, on peut effectivement remettre de l'air dans la bonbonne. C'est vrai. Pendant ce temps-là, Berger. Voilà, ça repart. Le moteur V12 de la Ferrari repart. Problème, visiblement, pour enclencher les vitesses. Oui, c'est la pompe hydraulique qui permet d'enclencher les vitesses qui est en difficulté. Alain Prost, ça c'est dramatique pour Jean Alesi. Ah oui, c'est dramatique. Ce serait vraiment, je suis très très déçu pour lui.
Apparemment, il y a un problème. C'est très difficile de savoir ce que c'est. Vous savez, ça peut être vraiment d'innombrables raisons. Là, il est vraiment très en Il colère. jette ses gants par terre, Jean Alési. Oui, c'est une immense déception parce que bon, la course aurait certainement été très intéressante dans la mesure où il allait faire 2 arrêts et les autres peut-être qu'un arrêt, mais il avait vraiment la course apparemment en main, il conduisait parfaitement et c'est une déception qui est encore plus cruelle sur son circuit, c'est pratiquement son Grand Prix national et on peut comprendre qu'après une saison qui lui a pas toujours souri, une victoire ici à Monza aurait atténué, aurait pratiquement fait oublier tous ces déboires de cette partie de la saison. Mais là, c'est dur à accepter. Son casque, Oui, c'est José, son vous êtes en train frère. de courir derrière lui, Pierre, oui, bien sûr. Nous sommes tout à fait dans le paddock. Là, il arrive au camion Ferrari, dans le motorhome, avec son frère pour le consoler. Mais Jean est vraiment très, très, très en colère. Il est furieux et on le comprend parce que là, vraiment, ça rigolait tellement. Alors, Alain Prost, on va non pas donner dans les indiscrétions, mais est-ce que un nouvel abandon comme cela de Jean Alési peut mettre en cause sa participation chez Ferrari? Est-ce que Jean, sur un coup de colère, vous le connaissez comme moi, il est extrêmement violent, est-ce que Jean, sur un coup de colère, peut décider de partir de son écurie? Ah oui, avec Jean, c'est vrai que tout est possible. Il agit souvent sur des coups de tête, il s'emporte, mais moi, simplement, ce que je lui dirais, c'est surtout de pas s'affoler. Ferrari, c'est une équipe fantastique. Il donne beaucoup à Ferrari. Ferrari lui donne malgré tout beaucoup, même si sur le plan fiabilité, sur le plan performance, ça n'a pas toujours été là. Maintenant, c'est la fiabilité. Mais il progresse beaucoup et c'est une équipe dans laquelle il se trouve très très bien. Et je lui conseillerais personnellement de rester de toute façon dans cette équipe parce que c'est là où il aura peut-être quelques problèmes et quelques problèmes de fiabilité notamment, mais c'est là où il aura surtout les plus grandes satisfactions quand il va gagner et normalement ça devrait quand même venir très bientôt. Alain, j'espère qu'il entendra vos conseils. Vous lui avez parlé, je crois, avec beaucoup de tact et aussi beaucoup d'amitié dans votre voix. On lui redira ça à Jean, mais je le répète, cela peut vraiment déclencher chez lui des cataclysmes, un nouvel abandon après son départ fulgurant au Grand Prix de Belgique. Et là, il se promenait en tête. Johnny, il avait combien d'avance au moment de son arrêt? Pas loin de 9 secondes ou 10 secondes? En Belgique? Non, ici à Monza. Ah, ici, je ne l'ai pas noté, mais il avait quelque chose comme 12 secondes d'avance. Oui, ce qui est énorme. Alors que là, effectivement, eh bien, le Grand Prix d'Italie est relancé parce que Berger est en tête dans le 19e tour, mais il a 2 secondes d'avance seulement sur Rir et 2 secondes 8 pour plus tard, ce qui remet en cause toute la stratégie de la Scuderia Ferrari, n'est-ce pas, Alain? J'ai l'impression que la stratégie, je peux me tromper, mais était, comme vous l'avez dit d'ailleurs au début, 2 arrêts pour Jean et un seul pour Berger. C'est pour ça que l'écart était si important entre Alési et Berger en début de course. Ils ont fait pratiquement jeu égal pendant les essais, un petit avantage pour Jean puisqu'il avait un dixième d'écart sur la grille de départ. Mais là en course, il y avait pratiquement une seconde de tour. Et même si Gerhardt a eu son accident ce matin, on peut penser qu'il avait une voiture embarquant un peu plus d'essence, d'ailleurs comme les Williams. Donc apparemment ils vont faire un arrêt au stand tous les deux, c'est-à-dire Ferrari et Williams, avec un petit avantage bien entendu pour Berger qui doit avoir à peu près maintenant 2-3 secondes d'avance. Dalmas en tête à queue, même il a tapé fort, il n'y a plus d'aileron à l'arrière de la Larousse, c'est bien une expérience raccourcie pour le retour du Français après plusieurs années d'absence sur les Grands Prix. Et là, Gerhard Berger qui va coller un tour de retard à Olivier Panis, lequel Olivier Panis roule avec le mulet Ligier qui visiblement ne lui donne pas aussi satisfaction que sa voiture de course et il va s'incliner devant la Ferrari. Là, voilà, il se sert bien sur le côté pour laisser passer Berger qui lui prend un tour. Actuellement, Panis est en 21e position, il est dernier du peloton. Il se rapproche, voici la sortie de route d'Almas. Il était déjà sorti de la route au même endroit et à peu près de la même façon, mais de façon encore plus spectaculaire lors des qualifications de samedi. Le dernier Grand Prix de Yannick Dalmas, je crois que c'était en Espagne en 1990. Nous, on va jouer au jeu de top position.
15, code de TF1, et on va à Pierre Mondit. Oui, chez Ferrari, où c'est la déception, vous l'imaginez. Je vous confirme l'abandon, la raison de l'abandon de Jean Alesi, c'est bien la commande de boîte de vitesse, la pression hydraulique de la commande de boîte de vitesse lors de cet arrêt. Et Jean est terriblement déçu. J'ai été jusqu'au motorhome Ferrari, où il est en train de se déshabiller, de faire son sac. Le moteur de la 355 jaune avec laquelle il est venu chauffe déjà. Et Alesi va pas faire de vieux os à Monza aujourd'hui. Alors qu'on revoit au ralenti une panne qui lui était déjà arrivée au Grand Prix de Hongrie. C'est ça qu'il avait arrêté. Jean, au Grand Prix de Hongrie, il était 3e lorsque la pompe de pression hydraulique de la boîte avait lâché. Et c'est ce qu'il avait arrêté en Hongrie déjà. Il n'y a pas de moteur à l'époque. C'est dommage parce que Jean a une équipe de mécaniciens qui est superbe et super, et bon, il y a des petits problèmes de montage, alors que là on voit cette Ferrari de Berger rebondir. Il y a quelques bosses extrêmement traîtres sur ce circuit de Monza, donc quand même Johnny, le revêtement a été partiellement refait. Partiellement refait sur une bonne partie du circuit, là, une des plus rapides, et Jean Alesi nous disait au moment des essais qu'il était parfait ce revêtement, aussi bien lisse que très adhérent, et donc il a dû donner toute satisfaction aux pilotes et aux techniciens, parce que les voitures sautent moins qu'avant, même si on a vu celle de Berger sauter un petit peu, c'est beaucoup moins qu'avant. Et là, le trio de tête est toujours constitué de Berger ici, des deux Williams-Renault qui lâchent un petit peu de terrain sur la Ferrari. Berger peut-être laisse aller un peu plus son offensive, il connaît mieux la voiture qu'il ne la connaissait au début de course. Rappelons que c'est le mulet Ferrari. Et il lâche les Williams progressivement. Il a peut-être eu plus de chance pour dépasser les retardataires qui sont Panis et Gounon pour l'instant, avoir concédé un tour. Et les Williams ont concédé quelques secondes. Alors que De Cesaris s'arrête avec un moteur qui a rendu l'âme. La Sauber Mercedes est KO. C'est fini donc pour le Romain, qui était au classement en 8e position. Ce classement donc nous donne Berger avec 2 secondes et 9 dixièmes d'avance sur Damon Hill et 4 secondes et 1 dixième sur David de Coulthard. On va revoir l'abandon de Cesaris, oui, gros nuage de fumée à la remise des gaz. Et attention à l'huile sur les pneus à l'arrière, cette huile qui nous envoie en tête à queue en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Berger, le voici. Oui, toujours un petit peu plus devant, bientôt 3 secondes. On va chronométrer cela au prochain passage. Ce sera le 22e passage et pratiquement bientôt la mi-course atteinte. Alors que les deux Williams-Renault lâchent du terrain, et voilà, elles sortent tour à tour de la chicane Ascari, là-bas, dans le fond, sur votre écran. Frenzen est maintenant 5e, derrière Mika Hakkinen 4e. Alain Prost, si une McLaren Peugeot figurait sur le podium ici, ce serait quand même intéressant pour le motoriste français, qui est le rival de Renault, parce qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, il débutait tout juste dans les Grands Prix. Oui, ils ont débuté depuis le début de cette saison, et surtout sur un circuit comme Monza, qui est très très difficile sur le plan des moteurs, sur le plan fiabilité moteur. On l'a dit en début de reportage, plus de 60% à pleine charge sur un tour, donc aussi difficile, peut-être même plus d'ailleurs, peut-être plus difficile que Hockenheim, et ce serait une bonne chose, une réussite, alors qu'on voit justement encore un problème moteur. Et si on parle justement fiabilité, on a en ce moment une Ferrari en tête de la course, comme on l'avait d'ailleurs à Hockenheim avec ce même Berger. Mais vous savez, à Hockenheim, il y a eu cet incident au départ qui a arrêté plus d'une dizaine de voitures. Et puis l'incident de Schumacher après quelques tours. Donc on n'a pas bien pu juger et jauger la fiabilité de cette Ferrari, qui sur les 2 derniers Grands Prix n'a pas non seulement marqué un seul point, mais n'a pas pu rallier l'arrivée avec ces 2 voitures. Donc 4 abandons en 2 Grands Prix. Et on va voir avec les Williams Renault qui poussent derrière elle. Donc impossible de justement ralentir un petit peu la cadence comme Berger avait pu le faire en Allemagne. On va voir si la fiabilité est au rendez-vous pour une fois. Alors que là, c'est Frenzen qui a lui explosé son moteur Mercedes, ce qui veut dire que c'est un problème commun en 2 voitures, parce que les abandons se sont produits pratiquement au même instant. Vous savez qu'ici le moteur Mercedes lui débutait avec la distribution pneumatique. Je le rappelle, ça c'est une solution qui a été mise au point
par Renault. À l'époque pour son moteur V6 turbo compressé que vous avez conduit, cher Alain. Mais celui-là, la distribution pneumatique, c'était je crois sur le moteur de Senna en 1986, la dernière année que Renault a effectué dans le cadre des moteurs turbo. Et puis maintenant tout le monde y vient. On sait que pour avoir des régimes moteurs très hauts, eh bien il faut que les soupapes marchent très vite. Et pour rappeler les soupapes, alors que là c'est Barrichello qui est à son stand, pour rappeler les soupapes, eh bien on prend des ressorts sur les voitures normales, mais les moteurs de Formule 1 ça va tellement vite que les soupapes on les renvoie avec des tout petits poussoirs actionnés par de l'air comprimé. Et c'est ce système que Renault a mis au point, a même breveté, que les autres motoristes essaient naturellement de mettre au point. On sait que Katayama va débuter bientôt avec le moteur Yamaha intégré. Mercedes débutait ici. Et puis on sait que c'est une panne semblable, une panne de distribution mécanique qui a souvent empêché les moteurs Ferrari de bien figurer. Alors la panne de Frentzen qui s'est produite au bout de la ligne droite des stands et qui a gêné considérablement Barrichello, qui a été obligé de le dépasser. Voilà, Berger qui s'arrête à son stand, ravitaillement, on arrive à la mi-course, il bloque la roue. C'est pour entrer, c'est pour respecter la limitation de vitesse. Il a dû y penser au dernier moment. Voilà Berger qui s'arrête. Espérons qu'il ne lui arrive pas la même mésaventure que Jean Alesi tout à l'heure. Gerhard Berger, un seul arrêt en principe puisque nous approchons de la mi-course, vous l'avez dit. Et ça repart, attention. Oui, c'est un problème de trafic, voilà. Oui, gêné par une Ligier Renault. Une Ligier, absolument, celle de Bernard, je crois. Alors, le classement, bien sûr, il a changé. C'est désormais Damon Hill qui est en tête devant David Coulthard. Le troisième est Mika Hakkinen. Le quatrième est Gerhard Berger que vous avez sous vos yeux. Et donc je vous disais que Hakkinen qui était en bagarre avec Frentzen au moment où Frentzen a cassé son moteur et Barrichello qui a été gêné par Frentzen, Hakkinen du coup se retrouve tout seul. Il était quatrième et maintenant l'arrêt de Berger lui a permis de grimper à la troisième place et il roule en solitaire dans cette bonne position. Alors que le classement apparaît, celui du 24e tour, nous sommes, pour ce qui concerne les leaders, dans le 25e tour maintenant, c'est-à-dire dans un tour, oui, on le sera à la mi-course, ce qui veut dire que donc, eh bien, on a tablé sur un ravitaillement pour Berger. Vous aviez raison, Alain Prost. Voici ce ravitaillement au ralenti, en action, alors que c'était très très chaud avec Panis. Olivier Panis qui a dû repartir. Attention, le voilà le deuxième ravitaillement. Et Coulthard est en tête du Grand Prix du fait de l'arrêt de Damon Hill. 10 secondes 7 pour Damon Hill, c'est pas mal. On a vu Berger en 12 secondes, on a vu Barrichello en 12 secondes et Damon Hill 10 secondes. C'est honnête. Alors Coulthard est donc en tête d'un Grand Prix pour la deuxième fois cette année. On va voir ce qu'il advint de ce jeune garçon. Et Damon Hill est reparti avant que Berger ne repasse. C'est-à-dire que maintenant, lorsque Coulthard va s'arrêter pour ravitailler, si Hakkinen s'arrête en même temps, c'est Hill qui prendra la première place devant Berger. Mais pour l'instant, avant qu'il se soit arrêté, Coulthard mène devant Hakkinen. Alain Prost, est-ce que c'est le nœud de la course? Bien, quand j'ai vu Berger s'arrêter un petit peu plus longtemps que prévu, surtout à cause de la Ligier, je me posais la question de savoir si c'était peut-être là qu'il pouvait perdre la course, puisque les 2-3 secondes d'avance qu'il avait sur Hill avant son arrêt pour changer les pneus et pour ravitailler, eh bien là il les a perdus en tout cas. Et si Damon, on n'a pas la confirmation si Johnny a raison, si Damon est devant, eh bien ça peut être la clé de la course. Eh bien, on va vérifier ça bientôt. Voici le nouveau classement pour l'instant. C'est arrêt de Coulthard absolument imminent. Voilà Coulthard qui s'arrête. Il a demandé par radio qu'on nettoie la visière de son casque parce qu'il y a plein d'huile, semble-t-il, sur cette piste. Et pourtant on ne le fait pas. Alors changement de pneumatique, on ravitaille et ça repart. 9 secondes et 9 dixièmes pour Coulthard. C'est un peu mieux. 10 secondes, 9 secondes, 9 et voilà, Hakkinen passe en tête. Hakkinen a franchi la ligne de chronométrage devant Coulthard et je crois que c'est la première fois cette année qu'une McLaren Peugeot est en tête d'un Grand Prix. Avait, à l'occasion du ravitaillement, à Imola, avait roulé à Imola, à Barcelone. Ou à Barcelone aussi. En tout cas, c'est pas mal.
Ça prouve sur ce circuit, comme tout à l'heure le disait Alain Prost, un circuit de moteur, ça prouve que les McLaren Peugeot sont là et bien là, en tout cas ça concerne Häkkinen, le nouveau leader, à peu, effectivement très peu, 182 millièmes de Coulthard. Il a franchi la ligne de chronométrage au moment où Coulthard giclait des stands. Et chez Williams, eh bien, on prend un peu ses rêves pour des réalités parce qu'on a passé à Damon Hill le panneau P1. Alors qu'on rentre en ralenti dans les stands, Comas et puis Irvine. Et Coulthard qui est devant Damon Hill, Pierre. Oui, et c'est ce que dit Pierre Van Vliet, on a passé P1, Damon Hill. Oui. Non mais non seulement Häkkinen est devant lui, mais Coulthard aussi. C'est P3, oui, bien sûr. Irvine. Alors qu'on revient ici voici Häkkinen. Sur Häkkinen. Et voici Coulthard et Damon Hill qui roulent groupés. Williams Renault qui roule complètement regroupé. Et Berger là-bas au fond, qui est quand même assez distancé. Il a eu demi-ligne droite de retard sur les deux Williams. Et là peut-être qu'Häkkinen, le moment est venu pour lui de ravitailler. Oui, il sert sur la droite. Il va s'arrêter Häkkinen, Pierre. Alors attention. Häkkinen chez McLaren. Le voici. On est prêt. Stop. Et là aussi, donc, on s'oriente vers un seul arrêt ravitaillement. Petit coup de gaz et ça repart. 9 secondes 4, pas mal ravitaillement pour Mika Häkkinen. Donc le classement est maintenant 1 Coulthard, 2 Hill, 3 Berger, 4 Häkkinen. Nous on va à Paris, on se retrouve dans quelques instants. Retour à Monza dans le 29e des 53 tours du Grand Prix d'Italie avec voilà les deux nouveaux leaders de la course. Eh bien, il s'agit naturellement de David Coulthard et de Damon Hill. 25 tours jusqu'à l'arrivée. Et je disais tout à l'heure que les McLaren Peugeot redressent la tête sur ce circuit qui est très significatif pour les moteurs, mais quand même, je le disais aussi au départ de ce Grand Prix, le véritable enjeu, c'était la course des Williams Renault, car elles étaient très à l'aise, elles ont été à l'aise tout le week-end, derrière les Ferrari naturellement, mais les Ferrari, on sait que déjà il en manque une, celle de Jean Alesi qui a mené la course vraiment, qui l'a dominée de la tête et des épaules jusqu'à son abandon, et puis maintenant, Berger après son ravitaillement est troisième. Alors est-ce que Berger va pouvoir remonter? Ça paraît maintenant très difficile. En tout cas, le classement est le suivant. Il est en tête maintenant devant Coulthard à 1/10 de seconde et Berger est à 10 secondes. Vous voyez que c'est loin. Il faut vraiment remonter. C'est beaucoup, Jean-Louis. C'est d'autant beaucoup que Berger ne roule pas à une cadence très élevée. Je ne sais pas s'il n'a pas des ennuis lui aussi avec sa commande de boîte parce que il était reparti des stands avec 7 secondes de retard sur le tandem des Williams Renault. Et le voici à 10 secondes, il tourne en 1,28,8 alors que devant, il et Coulthard tournent en 1,27. Il perd plus d'une seconde au tour, Berger, alors que avant de ravitailler, il était en mesure de tenir les Williams à distance. Je ne sais pas si tout va bien dans la Ferrari. Alain Prost, Damon Hill est en tête de la course, Michael Schumacher n'est pas là, c'est le scénario idéal. C'est le scénario idéal pour le championnat, pour l'écurie Williams Renault bien entendu. Non seulement Damon pourrait prendre 10 points et se retrouver seulement, on pourrait dire, à 11 points de Schumacher au championnat, et peut-être 16 points pour le championnat constructeur, sait-on jamais. Et je ne sais pas exactement ce que ça ferait, mais ce serait vraiment une opération fantastique pour eux. En ce qui concerne Berger, je suis assez d'accord avec Johnny. On ne comprend pas très bien comment il a pu perdre. On sait qu'il a perdu certainement 2-3 secondes pendant l'arrêt au stand, mais on n'a pas compris comment il en aurait perdu à peu près une dizaine dans son tour de ravitaillement. Et là maintenant, on peut penser qu'il a peut-être quelques problèmes. Pourquoi pas d'ailleurs des problèmes de boîte de vitesse et l'hydraulique qui pourraient affecter les deux voitures puisqu'elle a affecté celle de Jean Alesi au début. Alors que là, on nous indique l'abandon de Michele Alboreto. Eh bien écoutez, c'est simple, pour ce qui concerne actuellement le classement des constructeurs de Formule 1, eh bien Benetton Ford est en tête avec 85 points, devant Williams Renault 62 points et Ferrari 52 points. Vous voyez que c'est pas mal si évidemment Williams Renault fait carton plein, alors que là nous avons l'arrêt de Christian Fittipaldi au stand à Rose, un arrêt qui se passe bien. Attention à la limitation de vitesse. Ici dans les stands à Monza, il y a des radars partout. Et le classement, bien maintenant c'est Hill avec 7/10 d'avance devant Coulthard. C'est-à-dire qu'il s'écarte de Damon Hill, mais vraiment très peu.
c'est une course d'équipe maintenant que font les deux hommes, l'anglais et l'écossais de l'écurie Williams-Renault. Et on peut penser que Coulthard s'est obligeamment écarté devant son leader. Il sait très bien, sans qu'on ait, je pense, à lui passer de consigne depuis le stand, il sait très bien qu'il serait inconvenant de terminer dans l'ordre Coulthard de Desmonil, puisque Desmonil a cette chance inespérée de pouvoir revenir dans le sillage de Schumacher suspendu pour la course au titre de champion du monde 94. Et ça, c'est primordial pour Desmonil, bien sûr, mais aussi pour l'écurie Williams-Renault, auprès de laquelle Coulthard tient à rester dans les meilleurs termes pour l'avenir de sa carrière. Desmonil quand même pas mal, qui redresse un petit peu la tête maintenant. Une seconde d'avance. Course d'équipe, vous l'avez dit. Berger 3e, Hakkinen 4e, 5e Katayama, 6e Blundell, 7e Barrichello, 8e Fittipaldi, 9e Brundle. Les deux Williams-Renault comme à la parade. Le temps autour, la cadence de Desmonil à Pierluigi Martini sur le sable. Après Alboreto, c'est Martini. Oui. Les deux Minardi sont out en 2 tours d'écart. Dommage pour cette petite équipe qui perd ces deux voitures. Une petite équipe qui fait vraiment beaucoup d'efforts. C'est un freinage manqué tout simplement. À la variante Ascari. À la variante Ascari, comme Berger ce matin. Mais le sable, le bac à gravier, arrête bien Martini, qui s'en sort bien. Nous, on va jouer au jeu top position. Et pour jouer, Minitel 3615 code TF1. 15 code TF1, n'oubliez pas. Alors que les deux Williams continuent à mener la cadence. Une 27 au tour, une 27-0 pour Hill, une 27-4 pour Coulthard. Alors que plus loin, on est dans les 1-28. C'est ici le cas de Berger. Et pour l'instant, je crois que le plus rapide, c'est tout simplement Ukyo Katayama. Oui, c'est ça, qui tourne en 1-26. 702, c'est dire que il va fort le petit japonais. Il menace Hakkinen. Il va fort le petit japonais avec son nouveau moteur Yamaha. Mais cette équipe, elle a beaucoup changé. Les pilotes sont débarrassés de tous les soucis maintenant. C'est le docteur Harvey Postlethwaite, attention à cette question comme sortie. Le docteur Postlethwaite, Harvey Postlethwaite, ancien ingénieur de Ferrari, qui a repris la direction technique, non, la direction des opérations exactement dans cette écurie. Et c'est Jean-Claude Migeot. Et bien voilà, c'est fait pour Hakkinen. Il est passé au Katayama. Donc il est 4e maintenant, Katayama, Hakkinen 5e. C'est donc Jean-Claude Migeot, lui, qui a dessiné le châssis et puis qui l'améliore constamment. Vous voyez Jean-Claude Migeot qui dit que tout se passe maintenant sous les voitures et vous voyez que l'aileron avant de la Tyrrell est très 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 haut. C'est le dépassement d'Hakkinen par Katayama auquel on vient d'assister. Hakkinen qui est resté parfaitement sur la droite de la piste, qui savait qu'il ne pouvait pas résister au retour de la Tyrrell du japonais. Le japonais dont on se souviendra qu'en début de course, il est resté très longtemps immobilisé à son stand, sans quoi peut-être serait-il en train de talonner, de menacer les deux Williams-Renault qui sont toujours en tête de ce Grand Prix avec 15 secondes d'avance sur Berger pour qui rien ne semble isolé. Oui, Berger, toujours loin. Il est maintenant à 15 secondes alors que nous sommes à 20 tours de l'arrivée. Alain Prost, est-ce que Berger pourrait se ressentir physiquement de son accident de ce matin? Peut-être un petit peu, mais je pense pas que ce soit ça qui lui fasse perdre autant de temps, parce que ça a été brutal. Il a perdu vraiment à peu près 7 secondes en l'espace d'un tour, donc c'est assez significatif normalement quand un pilote se rend compte d'un problème. Ça peut être un petit problème de boîte de vitesse, et il perd du temps avant de réaliser exactement ce que c'est, et peut-être de repartir, bien entendu, conduire à 100% des possibilités, mais pas les possibilités de sa voiture. Ça a l'air quand même assez significatif. Peut-être aussi dans son changement de pneumatique, une pression de pneus ou trop basse ou trop haute, la voiture étant peut-être moins bien équilibrée, mais l'écart est quand même très important par rapport à ce que la Ferrari était capable de faire en début de course. Alain, en Belgique, on a souvent vu dans les comptes rendus d'après-course des pilotes, ceux qui en tout cas avaient effectué 2 arrêts et donc 3 fois changé les pneus, que avec le deuxième train, ça n'allait plus du tout, la voiture vibrait. Avec le deuxième train, j'étais mal équilibré, et puis le troisième train était super compétitif. Est-ce que il peut arriver que différents trains de pneus ne soient pas tout à fait de la même valeur?
Oui, oui, tout à fait. C'est très souvent, d'un train à l'autre, on peut avoir des différences, même en performance, avec le même type de gomme, le même type de pneumatique. Mais ce qui se passait en Belgique était encore pire, bien entendu, puisque pendant 2 jours, les pilotes ont utilisé les pneus pluie, et seulement pour la course, ils ont utilisé les pneus slick, c'est-à-dire secs. Et la majorité d'entre eux, pour ne pas dire tous, eh bien, ont utilisé des pneus neufs, c'est-à-dire complètement neufs, sans les roder même pas un tour, enfin, juste un tour avant la mise en grille. Et bien entendu, pour les faire bien chauffer, pour les mettre bien en température et surtout en pression, eh bien, c'était pas suffisant, et c'est ce qui explique cela. Pierre Van Vliet, vous avez quelque chose à nous montrer du côté des pneus? J'allais exactement abonder dans le sens d'Alain à propos effectivement du cas spécifique de Spa-Francorchamps, mais c'est vrai que ces pneumatiques sont très sensibles effectivement à leur pression, à leur mise en température également. Les pneus sont rodés, vous savez que les pneus sont limités. 7 trains de pneus slick, de pneus lisses pour tout le week-end, et que eh bien ce ne sont pas forcément des pneus neufs, ce sont rarement des pneus neufs qui repartent en cours de compétition, mais des pneus qui ont déjà été rodés, notamment lors des essais libres du dimanche matin. Alors que les Williams Renault doivent se tailler la route dans le peloton des retardataires, Johnny, s'est passé quelque chose. Hakkinen a récupéré sa 4e place car Katayama a observé son 2e ravitaillement, et le japonais qui venait de ravir la 4e place à Hakkinen a du coup dégringolé en 6e position après ce 2e arrêt. Mais il faut s'attendre à un nouveau retour du japonais qui précède maintenant Blundell, son équipier. Les 2 Tyrrell Yamaha sont 6e et 7e. Et ils sont derrière Hakkinen, donc 4e, et Barrichello sur la Jordan, 5e. Nous sommes dans le 36e tour de course. On va donner des nouvelles également des Français ou des voitures françaises. Donc Blundell 7e, Fittipaldi 8e, Brundle sur la McLaren, Peugeot est en 9e position. Comas est 10e avec la Larousse à moteur Ford. Voici d'ailleurs Comas, c'est vraiment pas mal hein, pour cette écurie qui a beaucoup de problèmes financiers, il faut le dire. De toute façon, ils font appel un petit peu au peuple du côté de Gérard Larousse, avec un moteur modeste. Et Comas, vous voyez qu'il roule avec vraiment très très peu d'ailerons, ce sont simplement 2 lames, et peut-être qu'ils auraient besoin d'un petit coup de pouce. L'écurie a des problèmes financiers et les pilotes ont des problèmes d'adhérence, c'est-à-dire que la partie est difficile pour Comas, pour Dalmas qui n'est plus là. Comas qui réussit quand même à précéder, on voit ici Irvine qui va concéder un tour aux 2 Williams Renault. Et bien Comas qui réussit à précéder la Jordan de Irvine, c'est joli. La Larousse ne figure pas parmi les meilleurs F1, loin de là, mais Eric se défend avec beaucoup de cœur au volant de sa voiture qui est fabriquée en Angleterre mais qui est entretenue à Signes dans le Var. On continue dans le classement avec Irvine en 11e position, Eric Bernard est 12e à un tour, le 13e est Leto, le 14e Barbam, le 15e Panis, et il reste maintenant, exactement Panis fermant la marche, il reste 15 voitures en course, il y en avait 26 exactement au premier départ de ce Grand Prix d'Italie. Vous voyez qu'il commence déjà à y avoir quelques dégâts. Des sorties de route, des moteurs cassés, les moteurs souffrent beaucoup sur les longues lignes droites de Monza, et la chaleur est lourde ici, le ciel est légèrement voilé, mais il fait très chaud. Alors que Eric Comas va devoir concéder un tour aux 2 Williams Renault, qui roulent à 5 secondes d'écart, à 5 dixièmes, l'une de l'autre. Eric Comas qui regarde dans ses rétroviseurs. Ici, l'entrée de la parabolique. Attention, c'est tangent pour Eric. Pas beaucoup d'adhérence, pas beaucoup non plus pour les Williams. Vous voyez qu'on a conservé la lame supérieure de l'aileron. Pareil pour les Williams Renault derrière, la lame supérieure et puis le dièdre dans le fond. Tout le bloc central de l'aileron arrière a été supprimé. Donc peu d'adhérence dans des courbes aussi diaboliques que la parabolique. Oui, un spectacle assez étonnant dans les centres. Ce sont les mécaniciens qui sont en train de tout remballer. Chez Ligier, ils ont opéré les 2 ravitaillements. Les voitures sont toujours en course, rassurez-vous, mais ils remballent tout parce que, vous savez, ici à Monza, eh bien, une fois la ligne d'arrivée franchie, il vaut mieux se mettre aux abris parce que les tifosi envahissent la piste et que les écuries ont tendance à se barricader vite fait. Alors Pierre, bonne nouvelle pour Ligier, c'est que Bernard, qui est actuellement 12e après parti dernier, eh bien Bernard remonte, il est en 12e place et il se rapproche à vitesse grand V de Irvine qu'on a vu tout à l'heure et de Comas qui est ici suivi par les 2 Williams. On aperçoit dans le lointain, vous avez vu la Ligier de Bernard là-bas qui vient de sortir de la courbe de l'Esmo et qui va
bientôt pouvoir dépasser et Irvine et sans doute Thomas. Voilà, il passe impeccablement. Alors Pierre, vous allez parler des tifosi. Oui, on espère que vous vous mettrez aux abris vers la fin de la course, mais attention quand même, les tifosi, ils ont pris un sérieux coup sur la tête avec l'abandon de Jean Alesi, et puis là Berger qui a des difficultés. Ce qu'on a vu là, c'est une mésentente entre deux pilotes. Eric Thomas s'est mis à l'extérieur pour laisser passer Coulthard au moment où justement Coulthard allait à l'extérieur, heureusement, bien sûr. Coulthard a fait ce qu'il fallait, petit coup de volant pour se placer vers l'intérieur de l'entrée de la parabolique. Et les choses ont l'air de s'améliorer un petit peu pour Berger, oui, qui a repris un rythme plus conforme aux possibilités de sa voiture. Maintenant, il est au-dessous des 1 minute 28 au tour, alors que gêné par le trafic, les Williams sont au-dessus de ce rythme-là, si bien que de 14 secondes, le retard de Berger est tombé après, c'est pas grand-chose. Enfin, ça prouve au moins que Berger n'a plus d'ennui technique. 1 minute 28 au tour pour il et pour Coulthard, 1:27 pour Berger, 1:28 pour Hakkinen, 1:28 pour Barrichello, 1:26.9 pour Katayama. Alain, ces cadences vous inspirent quelque chose? Non, je sais pas. Je regardais la voiture de Damon qui semble toucher un petit peu au freinage. On a vu de temps en temps quelques étincelles. J'espère qu'elle n'est pas réglée trop basse comme celle de Schumacher en Belgique. Sinon, à part ça, je pense qu'à une quinzaine de tours de l'arrivée, la cadence, c'est normal. Damon n'a pas vraiment peur de David Coulthard juste derrière lui, donc il se contente normalement simplement de maintenir l'écart. C'est Panis. Alors c'est Panis, c'est une incursion dans le sable. Non, il maintient simplement l'écart normalement. C'est Panis qui vient d'être repassé par Brabham. Panis était 14e devant Brabham 15e. Et là, Brabham a profité de cette petite faute de Olivier qui a laissé passer Katayama apparemment, qui lui prend un tour. Et on va voir ce qui se passe exactement. Katayama se présente, Olivier, il fait exactement ce qu'avait fait Schlesser avec Senna en 88, mais lui va tout droit, alors que Schlesser avait réussi à virer. Il va tout droit, il traverse en accrochant Senna, ou Senna accrochant Schlesser, la discussion n'a jamais été close. Et Panis, du coup, a encrassé ses pneus. C'est Blundell, hein, Johnny. C'est pas Katayama, c'est Blundell. Et Panis a été repassé par Brabham et la Simtek. Un coup classique, on regarde trop dans ses rétroviseurs, c'est ce que Schlesser avait fait, mais à un moment donné il faut tourner, Schlesser avait fait ça, et pour le pauvre Panis, eh bien c'était trop tard. Panis très surveillé par les Français. Et du coup chez Ligier, eh bien on prépare évidemment 4 pneus pour Olivier Panis qui va devoir s'arrêter une deuxième fois. Ouf, il y a du gravier. Il y a Blundell qui a fait la même chose alors. Et oui, Blundell a fait la même chose à la chicane Ascari. Il a chargé sa voiture involontairement de gravier et au freinage, évidemment, tout le gravier s'était engouffré dans les bouches d'aération des radiateurs. Et bien au freinage, ce gravier est propulsé en avant. Et pareil pour la Tyrrell que pour la Ligier, les pneus sont bien encrassés. Alors que Damon Hill a maintenant 8 dixièmes d'avance sur David Coulthard. On va voir maintenant le vrai chronométrage. Top pour l'un, top pour l'autre. 9 dixièmes. Damon Hill n'accélère pas la cadence, mais c'est peut-être David Coulthard qui cède un peu de terrain. Mais comme on le disait, c'est une course d'équipe. Par conséquent, il n'y a pas grand-chose à espérer, je crois, du côté de David Coulthard. Sinon, effectivement, un problème pour Damon Hill. Et à ce moment-là, c'est lui, David, qui gagnera la course. Attention, je crois que Berger est aux prises avec une Ferrari. J'ai l'impression qu'il la viole un peu, Alain, pardonnez-moi cette expression, mais il la secoue sèchement vraiment dans les chicanes. Qu'en pensez-vous? Oui, dans cette chicane, en tout cas, depuis le début de la course, il est... Alors, c'est une voiture en tête à queue, il est assez violent. Avec un moteur cassé, on y reviendra, on va voir qui est-ce. C'est Mark Blundell. C'est Mark Blundell. Bon, ce n'est pas Yukio Katayama. J'avais peur qu'il perde sa 5e place. Oui, Alain, on parlait de Berger, oui. Non, c'est le style quand même assez caractéristique de Berger, notamment dans les chicanes, de monter. Ça, c'est vraiment un problème typique au freinage, apparemment. Donc, il a dû bloquer une roue. Peut-être que son incursion tout à l'heure dans le sable et notamment sur les bordures lui a fait peut-être casser quelque chose. C'est pas du tout possible. De tout ce qu'on voit, Alain, moi je trouve que tout ça, ça repose un peu. Et le problème des chicanes, le problème des vibreurs vraiment un peu trop haut, et puis le problème des bacs à sable
qui n'arrête pas toujours les voitures comme elle devrait les arrêter. Par exemple, Berger ce matin, et là aussi une nouvelle fois Blundell. Le bac à sable, c'est évident que c'est très bien quand le sable est relativement mou, quand il est bien préparé, c'est-à-dire par vague, parce qu'il ne faut pas qu'il soit plat et dur, ça paraît logique. Et surtout, il est très très efficace quand la voiture arrive de travers, mais quand la voiture arrive soit de face, soit en marche arrière, ça ralentit un tout petit peu, mais pas bien entendu suffisamment. Donc il faudrait de temps en temps penser à autre chose. On peut penser à des énormes blocs de mousse, ou bien peut-être même des courroies assez rigides mais qui se déchireraient. On peut penser à pas mal de choses, mais là c'est une refonte très très importante de la sécurité sur les circuits en général. Alors que je crois, Pierre Van Vliet, vous voulez nous dire quelque chose du côté de l'essence peut-être? Oui, absolument. J'ai une explication, mais qui vaut ce qu'elle vaut. On va demander à Alain Prost ce qu'il en pense de la baisse de cadence de Gerhard Berger après son arrêt. Son arrêt qui a été très long. Hein. Notamment, il a été gêné par la Ligier qui était juste devant lui. Donc, il a perdu non seulement en arrivant, mais aussi en repartant des stands. Vous savez que le moteur V12 Ferrari est très gourmand. Il consomme donc beaucoup. Peut-être que l'excédent de poids, l'essence embarquée dans la Ferrari, explique aussi le fait que, en tout cas en début de relais, dirais-je, mais la Ferrari est un peu moins rapide. On l'a vu en début de course notamment, où Berger était nettement moins rapide que les deux Williams qui le suivaient, et j'étais simplement incapable de le dépasser à ce stade-là. Eh bien, dans la deuxième partie de la course, c'est une explication, elle vaut ce qu'elle vaut. Alors qu'on nous remontrait l'accident de Blundell, Alain, il y a peut-être aussi quelque chose qui joue, c'est l'alignement des stries dans les bacs à sable. Philippe Burdian, l'organisateur du Grand Prix de France, nous le disait ce matin à Manicourt, nous on s'efforce d'aligner les stries des bacs à sable dans le sens où le plus probablement la voiture va sortir de la piste et non pas de façon perpendiculaire, ce qui a tendance à envoyer la voiture en surf. Oui, c'est vrai, mais il reste de toute façon impossible de savoir exactement. Une voiture qui sort de la piste parce que le pilote a fait une erreur ou a eu un problème technique ou mécanique, comme c'est apparemment le cas ici avec Blundell, eh bien elle sort de la piste d'une manière différente. Donc c'est très très difficile à savoir, et dans un cas comme dans l'autre, il vaut mieux prévoir au pire. Et c'est vrai que la position des stries est quand même assez importante. Vous avez vu dans le cas de Blundell, il a pratiquement pas soigné parce qu'il a dû avoir son problème mécanique juste au moment où il a appuyé son pied sur le frein. Il a eu beaucoup de chance que ce soit très dégagé, parce que là la voiture ne s'est vraiment pas beaucoup ralentie. Oui, ce qui a été également le cas de Berger ce matin. Johnny. Peut-être peut-on espérer que l'année prochaine, avec la nouvelle réglementation technique concernant l'aérodynamique des voitures, qui n'auront plus un fond plat mais un fond en marge d'escalier, c'est-à-dire une partie centrale plus basse que les parties latérales des pontons, peut-être que les voitures auront moins tendance à surfer, comme Alain le disait tout à l'heure. Elles auront peut-être, avec cette marge d'escalier sous elles, c'est-à-dire une coque plus profondément inscrite vers le sol que les pontons, peut-être que les voitures auront moins tendance à surfer. Maintenant elles surfent parce qu'elles sont plates comme une planche. Et l'année prochaine, ça aidera peut-être à retrouver un petit peu. Tiens, voici une Jordan. Irvine, sans doute. Alors qu'on l'a vu, il reste 10 tours pour aller jusqu'à l'arrivée, 58 km environ. C'est bien Eddie Irvine qui s'est arrêté pour un deuxième ravitaillement. Barrichello est 6e sur l'autre Jordan. Alors qu'Alain, vous nous parliez tout à l'heure de la voiture de Damon Hill qui touchait, et vous disiez gare à l'inspection après la course, gare au problème de Schumacher en Belgique. Alain, on est en train d'essayer, alors que là c'est une McLaren Peugeot, c'est Brundle qui va passer à l'abordage à l'entrée de la parabolique. Alain, on est en train d'essayer de signer un accord justement pour protéger ce fameux fond plan d'escalier, cette fameuse planche, avec des patins en titane, pour essayer, si vous voulez, d'avoir une sorte de garde-fou automatique contre l'usure exagérée de cette planche. Qu'en pensez-vous? Difficile à dire. Moi je pense d'abord que l'utilisation du bois et d'une planche en bois dans une Formule 1 qui représente un degré maximum de technologie, avec des gens qui travaillent jour et nuit pour avoir une voiture de plus en plus performante, paraît un peu dérisoire. Donc tout procédé qui pourrait éviter le genre de disqualification de Schumacher par exemple il y a 15 jours, eh bien sera de toute façon bénéfique. Alors que là vous voyez, la voiture de Damon au freinage a fait des touches par terre, fait des étincelles, alors que celle de Cooper ne le fait pas.
Donc j'espère que sa voiture n'est pas réglée trop basse, ou alors à moins qu'il ait quelque chose sous la planche de bois, on ne sait jamais. Les termes d'un puriste, pas de bois dans la Formule 1. Voici le nouveau slogan dans la planche. Vous avez un petit peu raison, Alain. C'est vrai que dans le modernisme des Formule 1, cette planche, même si c'est du bois extrêmement élaboré, je crois que c'est du bois lamellisé, eh bien ça fait un petit peu ridicule, c'est vrai. Le risque encouru par Damon Hill, c'est qu'il pilote le mulet, donc Williams, c'est que ce mulet n'ait peut-être pas été réglé avec autant de soin que la voiture de course qu'il a préparée lui-même et que le pilote qui part juste derrière lui. Alors si, comme Alain, en hasard le pronostic, Damon Hill venait à être disqualifié de cette course pour les mêmes raisons que Schumacher l'a été du Grand Prix de Belgique, eh bien le vainqueur, je crois que Fittipaldi a abandonné sur la droite de l'écran, on l'a vu là-bas. Eh bien, Coulthard endosserait, revêtirait son premier maillot jaune en Formule 1. Alors il gagnerait ce Grand Prix par défaut. Je voudrais bien revoir cette action parce que je me demande, mais oui. Oui, c'est Fittipaldi qui traverse posément. Hein. Là, les voitures déboulent à 330 à l'heure, mais ça n'a pas l'air de l'affoler, personne n'arrive. Je ne sais même pas s'il entendrait bien un moteur qui surgit à la sortie de la parabolique. Mais... Non, ce que je voulais voir de près, c'est, oui, bien sûr, ça c'est Christophe Fittipaldi qui explose, tiens, poum, c'est un moteur fort comme la route, ça n'a cassé beaucoup. Et Minardi aussi d'ailleurs. Ce que je voudrais voir, c'est, je crois, la Williams Renault de David Coulthard qui a eu du mal à déborder, excusez-moi du peu, la Simtech de David Barba. Bon voilà, là c'est fait, mais à la sortie de la parabolique, elle a eu du mal à passer la Williams Renault, ce qui est quand même le comble pour cette voiture qui, si elle n'est pas la plus puissante du lot, la Williams, d'ailleurs elle est en deuxième position, nous disait Bernard Dudot, et peut-être même en première, on ne sait pas très bien, elle est en tout cas la voiture la plus fiable, et c'est quand même cela qui va jouer dans le classement du championnat du monde, répétons-le, en l'absence de Michael Schumacher. C'est le bon scénario ici qui se déroule à Monza, puisque l'homme qui avait vraiment la pression sur les épaules, à part Jean Alesi qui voulait vraiment et qui devait peut-être, oui, gagner ce Grand Prix d'Italie, c'est quand même Damon Hill, n'est-ce pas? Bien sûr. Et là, actuellement, encore un incident. Ah oui, avec les grues, ça c'est dangereux par contre. Ça se passe dans la courbe à grande, c'est-à-dire une fausse courbe, quoi, la courbe à grande. C'est Katayama, le pauvre. Quel dommage, Katayama, qui était 5e. Katayama, les deux Tyrrell ont abandonné sur sortie de route l'une après l'autre. Et le choc a dû être violent parce que là, entre les deux chicanes 1 et 2, les voitures accélèrent de toute la puissance de leur moteur. C'est une fausse courbe. C'est une courbe quand même, mais considérée comme une ligne droite parce que les pilotes n'ont pas à couper les gaz. Ils accélèrent, ils peuvent accélérer plein pot, passer 3e, 4e, 5e, 6e à fond, comme si c'était une ligne droite, mais c'est une courbe. Voici la on va voir. Non, mais là, on est à l'Esmo, c'est l'Esmo. Je me trompe, ça n'était pas la courbe à grande, c'est l'Esmo. C'est le nouveau virage de l'Esmo, et donc là c'est un accident un peu plus explicable. Donc une course pareille. Absolument, c'est dommage en tout cas pour Katayama, mais cela nous change le classement. 1 Hill, 2 Coulthard, 3 Berger, 4 Hakkinen, 5 Barrichello et 6 Martin Brundle. Oui, ça nous fait maintenant 2 McLaren Peugeot dans les 6 premiers classés. Et je le répète, le test de Monza est un test très significatif pour les moteurs de course. Brundle qui avait maille à partir avec Fittipaldi, qui talonnait Fittipaldi depuis une vingtaine de tours, qui a été débarrassé de Fittipaldi lorsque le moteur du jeune Brésilien a cassé, et qui a été débarrassé de Katayama par la sortie de route du Japonais, et qui maintenant, Brundle pointe dans les points, il est 6e, il marque un point si on arrête la course à cet instant, il marquerait un point au championnat du monde, tandis que Hakkinen occupe la 4e place. Comme vous le dites Jean-Louis, les deux McLaren Peugeot dans les points, on doit se réjouir chez Ron Dennis, autour de Ron Dennis et autour de Jean-Pierre Jabouille. Ah oui, bien sûr, parce que la Peugeot Sport a subi une petite, non pas baisse de régime, mais vous savez, c'est très difficile de maintenir en même temps la tenue des courses et puis le développement du moteur. Donc pendant un certain temps, ils ont dû baisser la tête. Et bien, maintenant, ils la redressent, ils se remettent peu à peu à flot. Franchement, c'est bien, je le répète et je le redis, ce moteur a livré son premier Grand Prix cette année au Brésil
alors que nos amis de Renault, eux, eh bien, courent depuis longtemps le V10 Renault en version 3.5, tel que vous en avez la dernière version ici, eh bien, date de 1989. On peut même dire que Renault a utilisé sa très belle et très large expérience pour refaire ce moteur plusieurs fois et en donner cette version ultime, le RS6B version Monza. C'est quand même un bijou, un chef-d'œuvre même en matière de motorisation de course. C'est-à-dire que dans une course de Formule 1, dans un Grand Prix, il y a des performances absolues, comme celles que sont en train de réussir Damon Hill, Coulthard et Williams Renault, et des performances relatives. Bien sûr. En tout cas, chez Renault, on met les bouchées doubles. Vous savez que on tient encore à combattre. On ne se rendra pas jusqu'au Grand Prix d'Australie mi-novembre pour le championnat du monde des constructeurs de Formule 1. Et puis ici, en l'absence de Schumacher sur ce Grand Prix, car je vous rappelle que Schumacher est en pénitence ici en Italie et puis ensuite au Portugal, eh bien cela pourrait remettre Damon Hill à flot et nous valoir une très belle course. Alors que Pierre Van Vliet, oui, vous voulez nous parler de Ferrari à nouveau? Oui, absolument, Jean-Louis, parce que chez Ferrari, on s'excite un peu. Il y a Gerhard Berger qui revient quelque peu sur les deux Williams Renault. L'écart est tombé à 10 secondes maintenant. Évidemment, il reste 5 tours. Il y a fort à parier du côté de chez Williams que Damon Hill se contente d'assurer et de contrôler cet écart. Mais chez Ferrari, eh bien, quelque part, on reprend espoir pour quelques minutes en tout cas. Alors qu'on voit le gentil Yukio Katayama désespéré, qui regarde depuis le rail de sécurité ses compagnons en train de filer vers une autre place. Je me demande s'il n'est pas occulté par un médecin. Ah, il y avait quelqu'un dans son dos qui avait l'air de, je sais pas, de le masser ou de faire quelque chose. En tout cas... Alors je vais vous poser une colle, Jean-Louis. Oui. Quel est l'homme le plus rapide en piste actuellement? Eh bien, évidemment, vous ne pouvez pas me répondre aussi vite que je pourrais le faire parce que j'ai observé le classement. Eh bien, c'est Olivier Panis. Olivier Panis qui tourne en 1 minute 27 au volant de la Ligier depuis qu'il a changé de pneu. Eh bien, la Ligier d'Olivier Panis est transfigurée. Et le voici qui, 11e et dernier sur la route, eh bien, se rapproche plein pot de Brabham qu'il avait doublé au cours de son incident, qu'il avait lâché pendant que Panis s'était arrêté à son stand pour changer de pneu après avoir sali les siens dans le sable. Et de 40 secondes, son retard sur Brabham est passé à 20 secondes. Et puis maintenant, Brabham s'arrête voilà. Et Panis n'a plus à courir derrière la Simtek. Il est maintenant 10e et dernier sur la route. Alors que... Et il tourne en 1,26,6 Panis. Est-ce qu'il va ravir le meilleur tour en course Damon Hill qui a tourné en 1,25,9? Ce serait une drôle de surprise. En tout cas, vous me posez une colle, Johnny, je vais en poser une à Alain Prost. Est-ce que vous croyez, Alain, que Olivier Panis pourrait aller chez Benetton l'année prochaine, puisqu'on en parle beaucoup, et puisque Fabio Briatore est le patron à la fois de Ligier et de Benetton, et qu'on promet un grand avenir à Olivier? Je sais pas, d'après ce que je pense, parce que je crois savoir, il aurait signé un contrat avec Ligier. Ligier appartenant aussi à Flavio Briatore, d'un commun accord, il pourrait peut-être transférer ce pilote, mais apparemment c'est pas, je crois, le but et le vœu de Flavio Briatore, c'est surtout de le laisser chez Ligier et que Ligier soit de plus en plus compétitive, alors que lui, chez Benetton, il a un pilote qui s'appelle Schumacher et qui lui donne toute satisfaction. Donc plutôt que de mettre tous les jaunes en même panier, c'est mieux apparemment de jouer la carte Ligier avec Panis, et Panis est très apprécié de toute l'équipe. Ce serait vraiment dommage, surtout pour l'équipe d'ailleurs, et peut-être même pour lui d'ailleurs, mais surtout pour l'équipe de le laisser partir. Et pour lui, étant sa 2e saison de Formule 1, aller avec Schumacher chez Benetton, je ne suis pas certain que ce soit pas un peu trop tôt. Eh bien, en tout cas, ça pourrait être un bon point pour Olivier Panis, puisque je vais vous donner la dernière rumeur en date dans ce paddock. Eh bien, il paraît que puisque Renault doit laisser Ligier à la fin de cette saison 1994, Ligier serait en train de chercher très fort du côté du nouveau moteur Honda Mugen. Et une Ligier Honda l'an prochain, pourquoi pas, car je vous le dis, ce moteur Honda Mugen en réalité est un vrai moteur Honda, celui que Herbert n'a pas pu utiliser, est un vrai moteur fait par des motoristes de Honda,
et il est très compétitif et surtout je crois qu'il est prévu dans son architecture pour tout à fait fonctionner avec la règle des 3 litres de cylindrée l'an prochain, donc une Ligier Honda, pourquoi pas après. Un gros travers de Bernard, je crois, ou Fanny, je n'ai pas vu c'est lequel des deux depuis la Ligier. C'était tandis que Berger lance toutes ses forces dans la poursuite des deux Williams. Il n'y a plus que 2 tours à couvrir et il n'a plus que 6 secondes 3 de retard sur Coulthard, la moins bien placée des deux Williams. On se souvient qu'en 88, Berger avait déjà effectué une course poursuite comme ça après Senna, que Senna, dans le dernier tour, s'était accroché, l'avant-dernier, s'était accroché avec Chausser, et c'est ainsi que Berger, en pressant, à quelques secondes en pressant Senna, eh bien, l'avait poussé à la faute, si on peut dire, si Senna avait fait une faute, toujours là, pas sûr, et en tout cas, lui avait ravi, il avait utilisé la victoire, une victoire qui a fait énormément de bruit en Italie, personne n'y croyait, les McLaren avaient gagné les 12 premiers Grands Prix de la saison et elles partaient pour gagner les 16 et finalement elles n'en ont gagné que 15. Oui, le pari de McLaren d'ailleurs avait été très osé au début de saison, c'était de gagner les 16 courses, c'était un pari affiché. Mais il reste 2 tours à courir, bien sûr que Berger là-bas est en vue, bien sûr qu'avec un petit peu d'aspiration, vous l'avez dit je crois c'est Eric Bernard, il peut contribuer à le ramener sur les Williams-Renault, mais enfin maintenant il reste tout au plus une douzaine de kilomètres, ça c'est pas beaucoup, c'est beaucoup à la fois, plus qu'un tour, plus qu'un tour, donc plus que 5 kilomètres. Là, le public attend les drapeaux, hurle, le siffle, encourage Berger qui n'entend rien, mais qui donne son maximum. Berger, formidable Berger quand même, qui ce matin c'était un soleil formidable qui intact psychiquement et physiquement conduit une course merveilleuse, quoi, la même course que Jean Alesi aurait voulu produire, qu'il était en train de produire lorsque sa voiture l'a trahi. Jean Alesi, une pensée pour Jean Alesi. Oui, bien sûr, qui a dû maintenant quitter cet autodrome qu'il va considérer comme maudit. C'est là où il a obtenu sa première pole position, c'est là où il voulait sa première victoire, et c'est là qu'il ne l'a pas eu. Pour l'instant, ce qu'on a, eh bien, c'est Damon Hill qui file vers sa 4e victoire de la saison. Elle serait la 7e victoire de sa carrière, alors que ça nous ferait aussi une très très belle performance pour Williams-Renault que ce doublé. Bien sûr, Williams-Renault a eu à souffrir ici de la domination des Ferrari, mais je vais vous répéter cet adage qui est d'Enzo Ferrari lui-même: quand on veut arriver premier, il faut premièrement arriver. On ne le répétera jamais assez, alors que c'est Eric Bernard. Il y a une Williams en difficulté. Mais non, c'est Damon Hill, c'est Coulthard. Et c'est Damon Hill gagne et Berger est 2e. Et Berger, top pour lui, il passe en 2e position. Et bien Coulthard trahit dans les 200 derniers mètres de ce Grand Prix d'Italie. Alors Coulthard, s'il ne franchit pas la ligne d'arrivée, eh bien il va encore perdre des places au profit de Hakkinen, au profit de Barrichello et de Brundle. Il aura un tour de moins que, voilà, Hakkinen qui vient de passer, qui est 3e. Coulthard qui doit pousser sa voiture dans son élan. Et il ne passe toujours pas. Pour l'instant, le premier, c'est Damon Hill avec sa Williams-Renault. Le 2e, c'est Gerhard Berger avec sa Ferrari, alors qu'à 200 mètres de l'arrivée, on prévoyait le doublé des Williams-Renault. Pour Renault, là, pour Williams-Renault, parce que dommage, au lieu de marquer 16 points, et voilà. On regarde. Barrichello est 4e. Donc Brundle va arriver. Et Bernard qui a effectué une remontée formidable, qui avait passé Comas il y a 5 ou 6 tours, et bien Bernard qui était 7e. Ah non, Bernard ne s'est pas dédoublé, il va rester 7e. Il va rester 7e. Alors, Bernard. 1 Hill, 2 Berger, 3 Hakkinen, 4 Barrichello. Voilà Coulthard qui va passer la ligne d'arrivée à pied. Coulthard est en 5e position. Le 6e. Non, ça va être le contraire, Jean-Louis. Brundle. On se retrouve dans quelques instants pour le podium et l'analyse de la